Soyez les bienvenus dans cette vidéo de visioconférence qui est un réenregistrement de la visioconférence que j'ai donnée hier soir, mercredi 2 septembre 2020, pour répondre principalement donc aux questions fréquentes autour des arts divinatoires, autour de la voyance et aussi pour présenter donc toutes les activités de Clevao Formation en cette rentrée 2020, présenter aussi les nouveautés de la saison 2020-2021. Et puis malheureusement, on a eu un petit souci d'enregistrement. Les personnes qui ont eu accès immédiatement au replay se sont rendues compte évidemment qu'il manquait le son de cette visioconférence. On avait une très jolie image, mais pas du tout le son. Donc obligé donc de revoir complètement l'enregistrement et donc de refaire là présentement en plein milieu, en plein dans la salle de formation précisément où je me trouve, donc pour réenregistrer donc cette visioconférence. Donc je vais répondre à nouveau donc aux questions qui m'ont été posées, qui m'ont été envoyées, et puis en principe puisque je réenregistre, eh bien j'espère que ce sera plutôt mieux que ce que j'ai pu dire hier en direct aux personnes présentes. Alors on va commencer tout de suite avec les premières questions. Alors on va commencer tout de suite avec cette première question qui m'est souvent adressée, que peut-être vous vous posez aussi. Est-ce que les arts divinatoires, ça s'apprend? Est-ce qu'on peut vraiment développer une compétence dans la manipulation des arts divinatoires? Alors moi la réponse que je fais bien souvent, c'est une réponse courte d'abord qui consiste à dire oui, tout simplement, bien entendu. Ça s'apprend, autrement bien sûr je me casserai pas la tête à donner des formations, à animer des stages et à voir des gens naturellement y arriver, progresser, des gens qui des fois débutent complètement et puis qui finalement parviennent à fournir des réponses et à dire des choses vraiment très intéressantes, très inspirantes par rapport voilà, au tirage qu'ils réalisent. Donc oui, bien sûr, ça s'apprend. Et pour vous donner un petit peu plus de perspective par rapport à cette question-là, moi je compare souvent les arts divinatoires à l'apprentissage d'une langue. Une langue parce que on va retrouver comme ça deux choses principalement. Dans la langue, dans les arts divinatoires, en fait, la comparaison qu'on peut faire, c'est que quand vous avez par exemple un système de cartes, un système de tarot par exemple, ou un oracle, l'oracle de Béline par exemple, eh bien je trouve que chacune des cartes pourrait se comparer à des mots de vocabulaire. Finalement, on a des mots de vocabulaire qui sont côte à côte, qui sont alignés, qui ont une signification particulière. Et puis vous avez aussi une grammaire. Et la grammaire, finalement, c'est quoi? Ce sont les méthodes de tirage que vous allez employer pour manipuler vos cartes, pour poser des questions. Vous avez une stratégie de questionnement aussi quand vous allez poser des questions. Vous n'allez pas poser vos questions n'importe comment. Et puis vous allez faire des tirages et vous allez ensuite interpréter vos tirages en considérant que la carte sortie, elle a une signification particulière selon la position qu'elle occupe dans le tirage. Alors tout ça, c'est de la méthodologie et finalement, je trouve qu'il y a une comparaison qu'on peut faire avec une grammaire, la grammaire d'une langue qui finalement quelque part introduit aussi une méthode des méthodes et des règles, on va dire plutôt, dans l'utilisation des mots, dans la conjugaison des verbes, etc. Alors, donc, une langue étrangère, en principe, ça s'apprend. Voilà, on peut apprendre, on peut utiliser ça. Alors, effectivement, on va être plus ou moins doué dans l'apprentissage d'une langue. C'est vrai que voilà, on n'est pas tous câblés de la même façon et on n'a pas tous forcément la même subtilité ou la même congruence, si vous voulez, à employer ou à apprendre une langue étrangère. Je dirais que pour les arts divinatoires, c'est un peu la même chose dans le fond. Alors, il y a plusieurs arts divinatoires qui existent et de la même façon qu'il existe plusieurs langues étrangères, le tarot, l'oracle de Béline, il en existe plein en fait des supports divinatoires. En Occident, principalement en Occident, on utilise beaucoup de jeux à base de cartes, beaucoup d'oracles comme ça qui sont colorés, qui sont faciles à comprendre en fait, et on pourrait considérer voilà que chaque support divinatoire, c'est un peu un langage particulier, c'est un peu comme une langue étrangère à chaque fois. C'est beaucoup plus facile à acquérir et à apprendre qu'une langue, bien entendu. Souvent donc les jeux de cartes
ont tous finalement un fonctionnement similaire avec une illustration particulière qui revêt des symboles, qui représente des archétypes, qui représente une scénette, souvent un mot-clé, un nom. En fait, la carte, elle porte un nom, donc, et ce nom aussi est signifiant, bien entendu. Et puis, vous avez souvent des symboles complémentaires. Dans l'oracle de Béline, par exemple, ce sont des symboles astrologiques. Ce sont les symboles des planètes astrologiques. Donc, quand on connaît voilà, l'astrologie, c'est très facile finalement de se mettre à l'oracle de Béline. Et donc, tout ça pour dire que oui, ça s'apprend, parce que de la même façon que vous apprenez une langue, bien finalement, vous pouvez apprendre la signification des cartes. C'est donné à tout le monde. N'importe qui peut voilà, apprendre la signification des cartes, et n'importe qui peut apprendre, je dirais aussi, les règles d'utilisation finalement, comment on fait un tirage, comment on pose des questions. Tout ça, c'est de la méthodologie, c'est purement rationnel. C'est analytique même on pourrait dire, et donc ça c'est quelque chose que vraiment tout le monde peut faire. Là où on va peut-être voir une certaine nuance quand même, c'est dans ce qui va consister à faire l'interprétation du tirage. L'interprétation d'un tirage ou l'interprétation de plusieurs tirages successifs dans le cadre par exemple d'une consultation, et là en effet on peut avoir je dirais une part de talent qui va intervenir. Cette part de talent c'est plutôt lié, si vous voulez, à la capacité à faire l'interprétation du symbolisme des cartes et de l'ensemble de la réponse qui est sortie. Quand vous avez donc une question qui est posée, vous devez en fait faire une association entre la question qui est posée, donc bien sûr, et puis la signification du support que vous utilisez, qui a une signification de base, mais que vous allez devoir donc associer bien sûr comment dirais-je, vous allez devoir l'associer au tirage que vous effectuez et en même temps à la question que vous posez. Donc c'est une espèce de mélange comme ça de différentes significations, la question, la signification originale de la carte et puis la signification qu'elle obtient en plus dans le tirage, parce que quand vous faites un tirage, vous avez des différentes positions et chaque position va donner une connotation particulière à la carte, si vous voulez, un petit peu par exemple, si je reprends l'exemple d'une langue, vous avez des mots qui sont parfois prononcés d'une certaine façon et d'une certaine autre façon dans différents contextes, et donc c'est pas le même mot au fond, c'est pas la même signification. C'est un peu aussi comme un accent. Si vous mettez un accent aigu sur un e, vous prononcez pas la même chose que si vous mettez un accent grave ou un accent circonflexe. Donc c'est un peu la même chose si vous voulez avec des cartes qui vont avoir différentes prononciations, on pourrait dire, ou en tout cas un symbolisme un petit peu différent. Et donc si vous voulez cette interprétation, cette part d'interprétation, effectivement ça c'est quelque chose qui peut être plus ou moins facile, plus ou moins aisé, exactement comme quand on apprend une langue, comme quand on apprend une langue étrangère. Vous voyez parfois certaines personnes qui chopent spontanément l'accent, qui va bien, ont pas de problème si vous voulez à s'approprier voilà, la prononciation, l'accent, etc. Puis vous avez d'autres personnes qui, parfois au bout de 20 ans de cours d'anglais par exemple, prononcent toujours good morning, how are you, sans avoir sans avoir la subtilité, si vous voulez, de la prononciation. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui va peut-être un peu dépendre de chacun. On a plus ou moins de facilité à faire ces interprétations-là, mais je crois fondamentalement que c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille de la même façon que on travaille finalement l'apprentissage d'une langue, ou qu'on travaille finalement un instrument de musique, par exemple aussi. C'est une autre comparaison que j'aime bien prendre, tout simplement parce que dans art divinatoire, il y a le mot art, et la pratique d'un art divinatoire ressemble beaucoup à la pratique d'un artisanat, je dirais même, d'une certaine façon. Et donc, c'est en pratiquant, je dis souvent ça d'ailleurs, c'est en pratiquant des consultations, c'est en pratiquant des interprétations qu'on devient un bon interprète et qu'on devient un bon praticien. Donc, il faut avoir une pratique régulière, il faut avoir une pratique systématique, pratiquer, faire des tirages, en commençant souvent par des auto-consultations, des consultations pour soi, et puis petit à petit, des consultations qui peuvent s'ouvrir à quelques personnes qui sont autour de nous, qui sont intéressées, qui ont confiance en vous, et de cette façon-là, vous allez pratiquer, vous allez donc vous améliorer automatiquement. Vous allez donc
donc parler le langage, vous allez améliorer votre interprétation. Donc ça, c'est voilà, c'est un conseil que je peux vous donner si vous êtes débutant complètement d'ailleurs dans la pratique des arts divinatoires. Ben, pratiquez, faites des tirages, entraînez-vous. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Une comparaison que je prends souvent, c'est quand on joue de la guitare. Quand on apprend à jouer de la guitare, admettons vous vous mettez à la guitare, la première chose que vous allez faire quand vous allez donc recevoir votre guitare ou que vous ramenez votre guitare du magasin, vous allez tout de suite immédiatement en jouer. Vous n'allez pas la laisser dans un coin. Enfin, normalement vous êtes curieux, vous déballez votre guitare, vous l'accordez et puis vous commencez à jouer. Le seul souci, c'est que si vous êtes complètement débutant, vous allez jouer un peu n'importe quoi. Vous allez tâtonner, vous allez chercher comment vous allez placer vos doigts, vous allez très rapidement, en fait, un peu galérer, vous faire mal aux doigts aussi, parce que quand on apprend à jouer de la guitare, qu'on n'a pas l'habitude, ça fait mal. Et puis, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jouer quand même, vous allez gratouiller votre guitare, et puis vous allez très rapidement aussi vous mettre à télécharger par exemple des tablatures, des méthodes, regarder des tutoriels sur Internet, et puis en fait vous allez progresser comme ça. Et ça c'est fondamental de faire ça, c'est très important. C'est d'ailleurs une question, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une question à laquelle je réponds très souvent quand on me demande mais comment on peut apprendre la pratique des arts divinatoires. Déjà on apprend par soi-même, en s'immergeant complètement dedans, en testant par soi-même et en avançant comme ça et voilà, en se familiarisant. Il y a des gens d'ailleurs qui parviennent à être complètement autodidactes et à des niveaux de maîtrise, je dirais, qui sont parfois très très intéressants. Moi je vois ça des fois même aussi avec les arts divinatoires, avec le tarot, des gens qui ont fait 20 ans de tarot tout seuls dans leur coin, on pourrait dire quasiment, mais qui en fait ont vraiment rien à envier à des praticiens professionnels ou à des gens qui ont suivi tout un tas de cours. Hein. À l'inverse, vous avez des gens aussi des fois qui se forment, et puis qui en fin de compte passent pas à l'action. Donc finalement donnent pas vraiment de consultation. Donc là c'est un peu dommage aussi parce que bon, il y a une inutilité. C'est un peu comme si je prenais des cours de guitare et puis jamais je joue devant des gens. Vous voyez, c'est un peu dommage. Jamais je joue finalement. Voilà, je ne joue que en faisant des cours. C'est un peu idiot. Voilà. Alors voilà pour cette première question. Alors la deuxième question qui m'est posée régulièrement concerne les capacités intuitives, les capacités de voyance ou les capacités de perception extrasensorielle, comme on peut les appeler aussi parfois. Est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se développe? Souvent, en fait, on me pose aussi souvent cette question, est-ce que c'est un don? Et donc moi j'ai une réponse assez catégorique par rapport à ça. Non, c'est pas du tout un don. Alors pourquoi c'est pas un don? C'est pas moi qui affirme que c'est pas un don ou quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup partie de la légende entretenue par tout un tas de praticiens, par tout un tas de voyants professionnels ou pas vraiment professionnels d'ailleurs, et ce depuis quasiment le 19e siècle. Période à partir de laquelle on a commencé à étudier tous ces phénomènes au 19e siècle. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur toutes les recherches, bien sûr, qui ont été menées. Vous savez, la science, en fait, la science n'est pas unanime sur la question de la voyance, sur la question des perceptions, sur la question globale comme ça de l'intuition, mais il existe des chercheurs, il existe des laboratoires de recherche, il en existe partout dans le monde, et des recherches, il en existe depuis à peu près 2 siècles, on pourrait dire. Hein. Donc, dans le courant du 19e siècle, vous avez énormément de chercheurs qui ont démarré ce qu'on a appelé la parapsychologie, et même avant les recherches sur la métapsychique, on appelait ça comme ça. Ce sont d'ailleurs toutes ces recherches-là qui ont fondé, on pourrait dire, les disciplines de la psychologie, la psychanalyse. Avant d'exister, ces disciplines-là, finalement, le berceau, on pourrait dire, de ces disciplines qui voient le jour à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le berceau de ces disciplines, en fait, c'est l'étude du psychisme humain et comprenant donc bien entendu l'étude de ses capacités un peu extraordinaires, il faut bien le dire, et qui étaient vues à l'époque comme des capacités hors du commun, comme des dons. Les personnes qu'on étudiait au 19e siècle étaient souvent des gens qui étaient effectivement très doués, qui avaient des facultés comme ça extraordinaires en apparence, mais des gens aussi qui étaient avec des troubles psychologiques ou des troubles du comportement. Enfin voilà, on voyait que ces gens qui avaient des capacités particulières, je pense en particulier à un médium fort connu qui s'appelle Alexis Didier,
Donc, vous pouvez lire d'ailleurs sa biographie très intéressante écrite par le philosophe Bertrand Meheust. J'en parle souvent hein, dans certaines vidéos de ce personnage illustre au XIXe siècle. Eh bien, donc, Alexis Didier donc, était un voyant très très connu du XIXe siècle, un médium extrêmement doué, qui a participé à plein de recherches, mais d'un point de vue personnalité, fonctionnement psychologique, le personnage, il était quand même particulier. C'était quelqu'un qui était coincé, qui était très introverti. Enfin voilà, il avait quelques problèmes de comportement, c'est peut-être pas très très bien de dire comme ça, mais enfin c'était quelqu'un qui avait une personnalité très particulière. Donc ces gens qui étaient donc très doués, on les a donc beaucoup étudiés et c'est un peu imposé l'idée au 19e siècle que ces gens-là avaient des dons, parce qu'ils étaient doués et puis qu'on avait l'impression comme ça que dans la population tout autour, bah, finalement ces capacités-là n'avaient pas l'air bien répandues. Et puis on s'est rendu compte grâce à des recherches qui ont été menées donc dans le courant du XXe siècle, principalement donc par on pourrait citer comme ça Joseph Banks Rhine, qui est un des plus connus, qui a mené pendant des dizaines d'années des recherches qui ont été répliquées dans plein de laboratoires. Donc lui il travaillait à la Duke University et Joseph Banks Rhine a réalisé plein d'expériences consistant à demander à des sujets de deviner, on pourrait dire, par exemple le résultat d'un dé qu'on va jeter alors qu'il ne peut pas le voir, qu'on va jeter juste avant qu'on lui demande de deviner le résultat, ou alors en même temps, ou alors de deviner par exemple la carte qui a été tirée dans un paquet au hasard, les fameuses cartes de Zener, pour pas les nommer. Et donc, plein de recherches ont été menées comme ça, avec plein de sujets, des sujets extrêmement différents, et on a utilisé comme ça une discipline aussi mathématique qui commençait à exister au début du XXe siècle, que sont les statistiques. Les statistiques et l'utilisation des probabilités pour comparer les résultats obtenus par les sujets testés, par les personnes qui étaient les sujets tests dans les expériences, et on a comparé ça, si vous voulez, avec ce que on aurait pu obtenir comme résultat par le simple et pur hasard. Et donc quand par exemple vous avez une chance sur 5 de trouver la bonne carte en parlant simplement au hasard, eh bien c'est de regarder si quand on fait plusieurs séries d'expériences et qu'on demande plusieurs fois de suite à différents sujets, est-ce qu'on obtient un résultat qui est supérieur à ce que le hasard aurait pu permettre d'obtenir comme résultat? La réponse est oui, on obtient des résultats qui sont au-dessus. Il y a ce qu'on appelle statistiquement une déviation statistique, une sorte d'anomalie qui ne peut s'expliquer que par deux facteurs. Le premier, c'est tout simplement un facteur que les sceptiques emploient à chaque fois, qui consiste à dire en fait soit que l'opération, en tout cas que l'expérience est complètement truquée, voilà, ou alors qu'il s'agit d'un coup de chance de la part de l'expérimentateur ou du sujet qui a été testé, sauf que ce genre d'argument peut pas tenir, bien entendu, parce que quand on réplique l'expérience plein de fois, qu'on blinde les protocoles pour éviter justement toutes les problématiques qu'on pourrait imaginer au niveau de la fraude, au niveau de tout ça, eh bien en fait on se rend compte que les résultats se maintiennent quand même, donc on peut pas incriminer la fraude en permanence, on peut pas dire ça tout le temps, et puis la chance, quand on répète les expériences plusieurs fois que les résultats se maintiennent, eh bien en fait on peut pas non plus dire qu'il s'agit d'un coup de bol. Donc en fait la seule explication, c'est la deuxième hypothèse qui est retenue bien sûr, c'est que il y a bien une capacité qui est en jeu dans ces expériences-là. Et la conclusion, c'est de dire bien sûr que la capacité, c'est la capacité intuitive, bien sûr, cette capacité de perception non ordinaire. Certains dans les années 50, 60 ont commencé à parler de perception extrasensorielle, comme si c'était quelque chose qui était en dehors des 5 sens habituels. On pourrait aujourd'hui parler de perception non locale parce que finalement c'est pas localisé finalement si la personne elle est même à distance complètement, par exemple dans une autre pièce, l'expérience marche aussi. Si l'expérience est réalisée avec deux sujets, ou un tirage de cartes, mettons, qui se fait à des dizaines de kilomètres du sujet, en fait on voit que ça fonctionne complètement aussi.
Donc voilà. Alors toutes ces expériences qui ont été menées, qui ont été répliquées, qui ont été ensuite complétées par d'autres expériences qui ont existé, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout ça. D'ailleurs j'ai des vidéos hein, sur le sujet qui existent sur la science et sur la parapsychologie finalement qui ont existé. Je vous les mets là en description, vous pouvez voir. Et donc ces expériences tendent à montrer bien sûr que en fait ces capacités-là, elles sont présentes dans la nature. Elles sont présentes en fait dans la nature humaine, dans la conscience. Parce que l'ensemble des sujets qui ont été testés sont des sujets finalement dits ordinaires. Il ne s'agit pas que de tester des gens doués. Il y a bien sûr des expériences qui ont été faites avec des gens doués, des gens qui auraient la réputation comme ça d'avoir beaucoup plus de facilité que d'autres. On les a testés, on voit qu'il y a des résultats qui fonctionnent très bien, mais on voit que les résultats, on obtient des résultats significatifs avec finalement le commun des mortels. Donc là, ça tend à casser complètement cette espèce de mythe du don, en fait. On pourrait même dire qu'on a la preuve qu'il ne s'agit pas d'un don du tout depuis quasiment 1930, date à laquelle correspondent les premières publications sur ces recherches. Donc tous les gens qui entretiennent cette idée de don, de machin, de capacité extraordinaire, en fait, tous ces gens-là finalement entretiennent un mythe très souvent en fait pour sortir du lot, se distinguer, satisfaire leur ego. Voilà, on est là-dedans. Hein. Et donc, est-ce que ces capacités peuvent se travailler? Oui, bien sûr, elles se travaillent. Elles se travaillent alors au même titre que n'importe quelle capacité. Et là, une comparaison que je prends souvent, c'est finalement de parler de la mémoire. La mémoire, c'est une capacité. Nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, dotés de capacités de mémorisation. On a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. D'ailleurs, d'un point de vue neuroscientifique, on ne sait pas toujours bien comment fonctionne la mémoire, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on peut la travailler. On peut l'entraîner. Il existe plein de techniques, même si on ne comprend pas toujours comment fonctionne la mémoire. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas où se situe la mémoire dans le cerveau. On ne sait même pas d'ailleurs si elle est vraiment dans le cerveau, vous voyez. Donc, mais par contre, il existe tout un tas de méthodes qui permettent de l'entretenir. On sait très bien, par exemple, exemple tout bête, mais c'est que de réaliser des opérations, de réaliser des opérations du calcul mental, de retenir des poésies, de travailler, en fait, de faire des mots croisés, c'est idiot, mais bon, voilà, de toutes sortes de choses. Et puis, il y a des techniques qui existent. Vous avez des gens comme ça qui développent ce qu'on appelle une hypermnésie, avec la possibilité comme ça de retenir, par exemple, 150 prénoms de 150 personnes différentes en quelques minutes. En fait, il y a des techniques pour le faire. Donc, on voit bien que donc cette capacité de mémoire, elle se travaille. Et la capacité intuitive, qu'on pourrait appeler capacité de voyance, peu importe les termes en fait qu'on utilise, tout ça, ce sont des synonymes. Ce sont toujours les mêmes canaux extrasensoriels qui sont employés au fond. Hein. Ces capacités-là, elles se travaillent de la même façon. Donc, il y a des techniques, il y a des méthodes qui sont très bien connues et qui ont été mises en œuvre dès les années 1960, principalement aux États-Unis, et ces méthodes, vous les connaissez sans doute, en tout cas c'est celles que moi j'utilise dans le stage développement des capacités de voyance, et ce sont des techniques autour de la méthode du remote viewing. Techniquement, le remote viewing, c'est un protocole de travail qui exige dans un premier temps, de travailler ce qu'on appelle, de faire un travail en aveugle. On prend un sujet, on va lui demander, par exemple, de décrire ce qu'on appelle une cible. La cible peut être un objet, un lieu, une personne, mais par contre, le travail va se faire en aveugle. En aveugle, qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que le sujet qui va travailler sur cette cible ne sait rien de cette cible-là. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il peut s'agir d'un objet, d'une personne ou d'un lieu, comme je viens de le dire, mais rien de plus. Tout ce que ça peut être, finalement, est caché, dissimulé. Donc, admettons, par exemple, qu'on travaille avec un objet. On peut, par exemple, prendre un objet, alors un objet du quotidien, peu importe lequel, et puis on l'enferme dans une boîte, mettons, et puis on demande au sujet de décrire le contenu de la boîte. Donc là, encore une fois, deux possibilités, hein. Soit il parle au hasard, etc. Et puis, coup de chance, ça tombe juste. Ça, c'est ce que vont dire les sceptiques quand l'expérience marche bien. Et puis, la deuxième hypothèse d'explication, quand l'expérience marche. Je dis bien quand l'expérience marche bien, parce que ce ne sont pas des expériences qui marchent systématiquement très bien tout le temps, pour plein de paramètres, pour plein de facteurs. Mais voilà, donc quand on réalise ce genre d'expériences, ce sont des expériences qui ont été réalisées principalement dans des laboratoires de recherche dans les années 60, 70 et 1980. Et voilà, quand l'expérience marche bien, on a la démonstration finalement que la capacité de voyance, elle est là. Elle existe en tout cas.
Parce que comment autrement pouvoir donner des informations sur quelque chose dont on ignore tout, hein. Donc, alors ça fonctionne avec un objet, ça peut fonctionner avec un lieu qu'on définit à l'avance et puis on ne donne aucune indication à la personne. Ça peut fonctionner avec un adivinant, enfin ça peut fonctionner avec tout. Et peu importe d'ailleurs ce sur quoi on va travailler, en tout cas, là où je veux en venir, c'est que ces méthodes qui ont été conçues donc principalement aux États-Unis en 1960-1970, donc ça s'appelle le remote viewing, c'est un protocole de travail très précis qui est issu des recherches scientifiques menées sur le sujet. C'est la raison pour laquelle il y a ce travail en aveugle qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines finalement scientifiques. Quand vous testez un médicament, vous avez toujours par exemple voilà, des témoins, enfin comment dirais-je, plusieurs groupes témoins. Vous avez des gens à qui on donne un placebo, vous avez des gens à qui on donne le vrai médicament, et puis tout ça se fait en aveugle, ce qui fait qu'en fait vous n'avez aucun des patients qui sait ce sur quoi il est en train d'être testé, hein. Donc ça c'est des protocoles qui sont très habituels, et quand il s'agit de tester l'existence de la capacité de voyance, on est bien obligé de pratiquer des protocoles comme ça, pour être certain finalement que le sujet testé mettre vraiment bien en œuvre sa capacité de voyance, et pas une espèce de capacité de déduction qui se rapprocherait, je sais pas moi, d'un espèce de mentalisme comme ça, consistant à détecter ou à décoder, je sais pas moi, dans les yeux de l'expérimentateur, ou par une manipulation quelconque, si vous voulez, le fait de deviner des choses autrement que par cette capacité de voyance. En fait, le fait de travailler en aveugle, on élimine tous les biais, on élimine toute la communication, on élimine toutes les déductions, on élimine en fait finalement tous les modes de déduction conventionnels, tous les modes de perception conventionnels. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs au départ on parlait de communication non conventionnelle au départ. Ces recherches, elles ont existé aux États-Unis principalement elles ont existé parce que évidemment les chercheurs étaient intéressés pour voir s'il était possible de communiquer en fait à distance, et on était dans le contexte de la guerre froide. Ces premières recherches, elles ont existé aux États-Unis, elles ont existé parce que on avait eu vent pendant la guerre froide, dans les années 70, que les Russes menaient des expériences ou des expérimentations comme ça, de télépathie, de vision à distance, d'influence de l'esprit sur la matière. En fait, il s'est avéré que c'était plutôt une rumeur, enfin c'était pas si avéré que ça, que les Russes effectuaient des recherches de cet ordre, mais c'est ce qui a en tout cas motivé les Américains à lancer leur propre programme de recherche, donc avec des chercheurs, avec des sujets, et à constituer donc toute une méthodologie qui a été ensuite enseignée à des militaires américains, et qui ont été ensuite donc entraînés à ces méthodes et employés donc pour faire du renseignement psychique, du renseignement intuitif. On les a appelés ensuite les espions psychiques. Tout ça évidemment a fait partie d'un programme top secret principalement financé par la CIA. On en a entendu beaucoup parler dans les années 2000 parce que le programme s'est arrêté aux États-Unis en 1995. Ça a fait un tollé, ça a fait beaucoup la une de tous les journaux aux États-Unis. Pas beaucoup en Europe, mais on en a quand même entendu parler. Et le programme d'ailleurs est connu sous le nom de Stargate. Donc porte aux étoiles, hein, comme la série, et donc ce programme qui est aujourd'hui complètement arrêté est passé dans le domaine public, et donc les méthodes qui sont enseignées, ce sont des méthodes auxquelles moi-même je me suis formé, et donc c'est ce que maintenant on introduit dans le stage développement des capacités de voyance. En tout cas, ce sont ces méthodes qui sont utilisées pour travailler donc précisément cette capacité de perception. Et l'utilisation de ces méthodes a principalement pour objectif d'apprendre aux personnes à reconnaître ce qui se passe en elles lorsqu'elles mettent en œuvre leur capacité de voyance. Parce que quand on fait un exercice comme cela, un exercice de voyance, vous avez peut-être déjà essayé, ce serait possible, hein. Enfin voilà, il y a plein de sujets en fait sur lesquels vous pourriez vous amuser, vous tester. Eh bien, dès lors que vous essayez de mettre en œuvre votre capacité intuitive, vous devez le voir, vous êtes
êtes immédiatement assailli par plein de pensées, par plein d'idées qui vous viennent. Vous êtes traversé par des images, des intuitions sans doute bien sûr, mais aussi des interprétations, des idées, et il y a finalement dans votre esprit énormément de parasitage. Et tout ce parasitage, ben, en fait, vient complètement brouiller finalement le signal intuitif que vous allez percevoir, et donc vous ne savez pas reconnaître ce qui est vraiment de l'intuition, ce qui est vraiment lié à votre voyance par rapport à ce qui peut être par exemple votre imagination, vos propres projections, vos propres émotions, vos propres opinions, enfin bref, tout un tas de choses. Donc souvent quand on n'est pas tellement conscient de comment tout ça fonctionne, on est un peu tenté de prendre tout ce qui nous vient pour argent comptant, et c'est comme ça qu'en fait on commet des erreurs monumentales, qu'on se trompe, et qu'on a l'impression même d'ailleurs que finalement tout ça ne marche pas. En réalité ça s'entraîne, en réalité on peut apprendre à reconnaître la nature de ces informations qui nous viennent, c'est ça qui se développe en fait, c'est un apprentissage, et donc voilà, ça fait complètement tomber le mythe du don comme ça, en fait voilà. D'ailleurs, certaines personnes qui viennent au stage développement des capacités de voyance avec l'ego comme ça, en se disant bah oui j'ai des dons, j'y arrive, etc., sont les personnes qui se plantent le plus. Et les gens qui sont souvent, qui se disent en fait souvent très doués, sont les gens qui ont les résultats les plus catastrophiques. Et à l'inverse, les gens qui arrivent avec une certaine humilité, avec l'idée d'ailleurs que peut-être ils vont pas y arriver, mais bon, qu'ils vont le faire quand même, souvent ces gens-là ont des résultats absolument bluffants, et c'est assez triste d'ailleurs de voir que parmi les praticiens professionnels, finalement très peu de gens sont vraiment en fait informés sur comment fonctionne vraiment la capacité de voyance. Vous avez encore beaucoup de gens qui vous racontent que voilà, cette histoire de dons, etc., alors qu'on sait depuis presque 100 ans que ça n'en est pas un. Donc voilà, vous voyez un peu le niveau de culture générale d'ailleurs, du culture sur le sujet de certaines personnes de la profession, évidemment pas tout le monde, mais beaucoup de gens en fait sont très peu instruits. J'y reviendrai d'ailleurs après en parlant de la profession de voyance, de la profession de praticien professionnel, voilà, avec des gens qui sont peu instruits, qui ont pas beaucoup finalement, qui ont beaucoup d'ignorance en fait finalement sur le métier même qu'ils exercent. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose dans cette question sur les capacités intuitives. Donc non, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc on va passer à la question suivante. Et la question suivante donc concerne l'activité de consultation. J'entends par là l'activité professionnelle également, sachant que l'activité de consultation, on pourrait considérer aussi que consulter un oracle, tirer quelques cartes, à partir du moment finalement où on répond à des questions qu'on se pose soi-même, c'est déjà réaliser une consultation. C'est une forme d'auto-consultation. Et puis la consultation, c'est pas forcément contre pièce sonnante et trébuchante, hein. On peut demander une rémunération bien entendu, mais on peut déjà faire des consultations pour toutes sortes de personnes autour de nous, pour ses proches, pour son entourage, et je dirais d'ailleurs que la grande majorité des gens qui assistent aux formations, qui viennent sur place ou qui font des formations à distance, le font en fait dans ce cadre-là, dans cet objectif-là. L'activité professionnelle officielle, je dirais, d'une activité telle que celle-ci, on pourrait dire qu'il y a à peu près 10-15% seulement des stagiaires qui vont ensuite vraiment démarrer une activité professionnelle. C'est une activité qui est pas évidente, hein, il faut bien le dire, pas facile à développer. Pour la simple et bonne raison qu'au départ, il s'agit d'une activité qui n'est pas réglementée. Donc il n'y a pas d'instance officielle, il n'y a pas d'ordre qui existe comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des infirmiers, enfin voilà, il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas de syndicat officiel qui existe pour les praticiens des arts divinatoires, les voyants, les médiums, les coachs intuitifs, hein, peu importe le nom qu'on leur donne aujourd'hui. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que beaucoup de gens maintenant
maintenant sortent peu à peu du terme voyant, médium, qui sont justement des termes un petit peu galvaudés, des appellations un peu galvaudées, qui sont beaucoup associées à la charlatanerie, à l'escroquerie. Alors je ne sais pas si consultant intuitif c'est beaucoup mieux, mais en tout cas ça fait, c'est un peu plus propre sur soi, je dirais. En tout cas on est un peu, voilà, on marque une différence. Le terme voyance, il a tendance un petit peu à être gommé ces dernières années, on le voit, au profit d'un terme plus passe-partout qui est le mot intuition. Donc ça fait partie des modes hein, aussi, donc voilà, il y a des termes qui ont complètement disparu au 19e siècle par exemple. Les praticiens finalement ne s'appelaient pas, ne s'intitulaient pas voyants forcément. Le terme voyant s'est beaucoup popularisé dans les années 30, dans les années 20, dans les années 30, et auparavant donc on parlait beaucoup de somnambulisme. Hein, donc les praticiens se dénommaient comme des somnambules, des somnambules autonomes ou indépendants, intuitifs, les somnambules magnétiques, voilà, c'était le terme consacré, et donc on faisait commerce d'une activité de somnambule. Donc on peut voir des petites annonces encore dans certains journaux anciens où on voit en fait effectivement ce genre d'appellation. Alors sur la question des consultations, est-ce qu'on peut faire des consultations? Est-ce que c'est donné à tout le monde de faire des consultations? Bon, en fait, alors tout dépend de ce dont on parle. Si on parle de consultation pour soi, bien sûr, et c'est d'ailleurs même par ça qu'il faut commencer, ça fait partie de l'apprentissage des arts divinatoires. On commence par des autoconsultations, et puis dans un deuxième temps, on a un cercle comme ça qui s'élargit, ça part de soi, et puis ça s'élargit aux proches, ça s'élargit à quelques amis, ça s'élargit finalement à différentes personnes, jusqu'à un moment où finalement, ce sont des amis d'amis, et puis des connaissances qui sont de moins en moins connues, si je puis dire, des connaissances de plus en plus lointaines, et puis à un moment donné, ce sont carrément des inconnus qui demandent des consultations. Et là, généralement, alors si vous aimez faire ça, si vous aimez donner des consultations, que vous avez une espèce de demande qui émerge, et puis que vous aimez y répondre, tout simplement, et puis que cette demande-là, elle grossit, c'est que effectivement vous allez peut-être être mûr et on pourrait dire éligible au fait de passer professionnel. Alors passer professionnel, voilà, donc il faut avoir donc quelque part un peu déjà cette demande préexistante. C'est extrêmement délicat, dangereux, et c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs de commencer finalement et de décréter qu'on va faire ce métier-là sans avoir déjà, je dirais, une espèce de base de clients, si vous voulez, ou en tout cas une base de consultants, on pourrait dire. C'est un peu délicat. J'ai déjà vu des gens qui se lancent comme ça, qui démissionnent, qui plaquent tout, et puis qui commencent en démarrant de rien. Il me semble que c'est pas la bonne méthode. La meilleure méthode, c'est plutôt de développer finalement cette activité plutôt comme un loisir, comme une passion qui prend de la place, qui occupe beaucoup d'espace, puis qui occupe de plus en plus d'espace. Et donc ça se traduit par le fait que il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens qui demandent des rendez-vous ou des entretiens au téléphone. Ça peut très très bien se faire à distance aussi. Et ça peut être un bon signal. Donc du coup, un bon signal pour peut-être finalement démarrer officiellement. Et ce démarrage officiel, alors en France, le statut idéal, c'est l'auto-entrepreneuriat. J'en ai déjà parlé dans des masterclass ou dans différentes formations, quand on parle de comment on s'installe, comment on développe son activité. En fait, le statut juridique qui va bien en France, c'est l'auto-entreprise, parce que c'est très facile d'un point de vue administratif, et puis ça part du principe aussi que si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez rien. On ne va pas vous tomber dessus du point de vue du paiement des charges sociales, du paiement, des différentes choses à régler, à payer, comme toute entreprise. Mais disons qu'en tout cas, vous allez pouvoir exister officiellement en tant qu'entreprise individuelle. Et donc, vous pouvez à partir de là demander des honoraires officiellement. Et d'ailleurs, il faut que vous soyez à l'aise avec cette question-là, de demander de l'argent en échange de la prestation que vous allez réaliser. C'est une excellente manière aussi de vous faire respecter. C'est très important, ça j'y reviendrai juste après, sur la question de la gratuité. C'est très important aussi pour vous donner de la valeur à vous-même. Petite confidence personnelle, à chaque fois que moi j'ai monté mes prix, j'ai jamais été très à l'aise
avec cette question-là. J'ai eu beaucoup de problèmes d'ailleurs avec la question de l'argent, avec la question financière, de demander de l'argent en échange de ça, d'une activité comme ça. Enfin bon, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, peut-être une dizaine d'années avant d'être OK avec ça. Et à chaque fois finalement qu'il a été question pour moi d'augmenter mes prix pour différentes raisons, ne serait-ce que pour suivre le processus normal de l'inflation, eh bien ça m'a tiré vers le haut. Ça m'a permis plutôt de m'obliger finalement à faire de bonnes consultations, de faire de meilleures consultations. Et j'avais même des consultants qui me disaient, des consultants qui avaient l'habitude de me voir régulièrement une fois par an, qui me disaient finalement vous avez augmenté vos prix, mais finalement votre consultation elle est mieux que l'année dernière. C'est plus intéressant, vous parlez mieux, ça va mieux. Enfin, il y a un truc qui est, c'est un peu comme si on upgradait finalement son propre travail. Donc, effectivement, c'est un effet connu au fond finalement de la valorisation de son propre travail. Quand on demande un certain prix, finalement on est obligé de d'effectuer une prestation qui vaut ce prix-là, en tout cas à ses propres yeux. Donc ça c'est une excellente chose. Donc de demander un prix, ça va vous conditionner à finalement faire du bon boulot, en tout cas faire une excellente consultation en tout cas qui sera peut-être bien meilleure que celle que vous pourriez faire en ne demandant rien du tout, en travaillant gratuitement. Alors le travail gratuit, il peut être tout à fait adéquat et même nécessaire au départ parce que vous faites la main, vous démarrez, vous débutez. Quand vous commencez à faire des consultations, vous êtes encore un peu bancal, vous n'êtes pas forcément extrêmement compétent, en tout cas pas très expérimenté, donc c'est normal. Comme dans toute activité, ça fait beaucoup penser d'ailleurs aux gens qui font des stages en entreprise et qui ne sont pas beaucoup rémunérés, voire des fois pas rémunérés beaucoup. Finalement, c'est un peu le processus de l'apprentissage. Hein, donc voilà. Donc au départ, vous allez faire des consultations qui ne sont pas rémunérées. C'est bien d'en faire plusieurs, d'en faire plein en fait, plusieurs dizaines, et à un moment donné, donc on disait, à un moment donné, non, il faut qu'il y ait une bascule, il faut qu'il y ait quand même à un moment donné une valorisation de votre travail, parce que c'est comme ça aussi que vous allez prendre confiance en vous, c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter en compétences, améliorer ce que vous dites, améliorer en fait finalement tout complètement qui vous êtes dans vos consultations. Et le travail gratuit, c'est bien aussi de pas faire que ça. Ça fait partie des questions qui m'ont été posées dans la visioconférence qu'on a faite hier. Certaines personnes en fait font des consultations dans des groupes gratuits sur Facebook et s'étonnent d'avoir finalement si peu de considération. Et d'avoir de si peu de considération parce que finalement les gens qui consultent gratuitement des praticiens, en fait le font en étant des fois à la limite de l'impolitesse, en considérant ça comme un dû. En fait les gens ne considèrent pas sérieusement les choses qui sont gratuites. C'est pas d'ailleurs un trait spécifique à la voyance ou à l'activité de praticien, c'est comme ça dans beaucoup de choses. Quand on ne paye pas un produit, quand on ne paye pas un service, finalement quelque part on ne lui accorde pas de valeur. Cette chose qui nous est rendue, le service qui nous est rendu, ou l'objet qu'on achète, si vous voulez, finalement n'a pas de valeur et donc on n'en prend pas soin. Et donc si vous faites des consultations gratuites dans des groupes Facebook ou sur les forums, ça n'existe plus trop maintenant les forums, mais des groupes Facebook, etc., ça existe en fait des groupes d'entraide. Vous allez voir, vous aurez finalement assez peu de considération. Ça peut être bien pour vous faire la main, donc voilà, comme un entraînement, mais alors n'attendez pas beaucoup de retours de la part des gens qui en fait des fois sont vraiment à la limite de l'impolitesse. Et donc des gens qui viennent comme ça, qui grattent de la consultation gratuite. Voilà, tous mes stagiaires qui se sont lancés professionnellement sont passés par cette case-là et en fait sont assez scandalisés de voir autant de, c'est pas de la malveillance, mais enfin autant de comment dirais-je, une aussi faible éducation, on pourrait dire, voilà, de la part de certaines personnes. C'est pas le cas de tout le monde quand même, bien sûr, mais enfin c'est quand même une espèce de trait commun qui revient beaucoup. Donc l'activité de consultation, elle va pouvoir se démarrer dans ces conditions-là, comme on l'a dit. Et le meilleur statut, je crois que je l'ai dit aussi, je ne vais pas me répéter, donc c'est le statut d'auto-entrepreneur. Ensuite vient la question finalement de développer son activité, donc acquérir davantage de clients. Donc ça c'est effectivement après une démarche qui est plutôt une démarche de communication, il faut se faire connaître, sachant que dans l'activité de voyance,
voyance, de praticien des arts divinatoires, la publicité est souvent associée à la charlatanerie. Beaucoup de publicité, c'est voilà, d'abord il faut avoir du budget pour faire ça. En même temps, enfin voilà, c'est une espèce de juste milieu, de juste équilibre à trouver. C'est pas évident. En tout cas, dans les années 80, 90, même dans les années 2000, on voyait comme ça beaucoup dans les magazines, dans les journaux, ça existe encore d'ailleurs, les publicités assez tapageuses de ces centres d'appel, de consultation en direct, qui sont en fait souvent des centres de consultation dans lesquels vous avez des gens qui sont pas du tout formés, qui n'ont pas été vraiment testés, enfin des gens qui sont pas plus voyants que moi je suis curé ou astronaute, et alors du coup, ben voilà, ça donne une image assez négative de l'activité professionnelle, qui, comme je le disais en plus, n'est pas une activité réglementée. Donc voilà, donc quand on fait de la publicité, il faut arriver à faire une publicité qui soit élégante, sérieuse, pas trop tapageuse, enfin pas tapageuse du tout même d'ailleurs. Enfin voilà, la sobriété est de mise pour se faire connaître. Et donc se faire connaître sans trop en faire, c'est du coup une espèce de quadrature du cercle, c'est pas toujours évident, parce qu'évidemment, ce qu'on voit souvent le plus quand on fait de la publicité, c'est ceux qui clignotent de partout, ce sont les enseignes lumineuses de partout, et ça c'est souvent en fait les plateformes de consultation, de voyance directe, 7 jours sur 7, etc., qui ont pas mal de moyens et qui mettent beaucoup d'argent sur la table pour acheter des mots-clés sur Google ou être sur les réseaux sociaux, et donc du coup prendre beaucoup de place et de part de marché. Alors c'est dommage parce que les voyants qui sont en fait au bout du fil sont souvent des gens qui sont complètement exploités, touchent pas beaucoup d'argent en fin de compte. Voilà, il y a des stats, moi je suis, enfin des stats, il n'y a pas des statistiques parce que c'est très opaque en fait ce milieu-là, c'est un peu mafieux même pour tout dire, hein. Et pour avoir rencontré comme ça pas mal de professionnels ou de praticiens en fait qui ont travaillé en fait sur ces plateformes pendant certaines périodes, souvent on peut pas tenir très longtemps quand on veut faire un travail sérieux, on travaille 3 mois, 6 mois, une année maximum, mais la plupart des gens qui sont installés là depuis très longtemps, qui ont d'excellentes notes, etc. Alors souvent ils arrivent à gagner pas trop mal leur vie, hein, même à bien la gagner, et sont aussi, par contre ils sont obligés d'aligner quand même des heures de présence, donc ils se connecter souvent 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour, et via un système de transfert d'appel, en fait ils travaillent depuis chez eux, mais bon voilà, enfin c'est de la consultation à la chaîne, c'est assez horrible à faire, et en fait on ne peut le faire que si on n'a pas trop de scrupules, parce qu'en fait au bout du fil vous avez aussi des clients qui sont souvent aussi des gens qui sont à 90% en fait des femmes, et qui sont prises par des problématiques en fait c'est souvent la même chose, c'est souvent des problématiques de relations amoureuses qui marchent pas, qui sont en dysfonctionnement total, donc des histoires de rupture, voilà, bon voilà, et on a affaire à des gens souvent qui sont, enfin je parle toujours de consultants qui sont un peu pas addicts, mais enfin qui ont besoin en fait d'une prise en charge psychologique la plupart du temps, parce qu'il y a une vraie souffrance, il y a une souffrance morale, il y a une souffrance psychologique, et voilà, et donc les voyants au bout du fil finalement sont pas du tout équipés pour répondre à ce genre de demande-là, et au contraire vont faire tourner la communication téléphonique, parce que souvent la rémunération elle dépend de la longueur de l'appel, de la longueur de la conversation. Plus c'est long, plus ça coûte cher. Et voilà, donc c'est assez, voilà, je recommande pas aux praticiens qui débutent de se lancer dans une carrière de voyant par téléphone dans ce genre de plateforme. Ça peut être une façon de démarrer au départ, mais bon, si vous vous installez dans un système comme ça, la plupart du temps en fait vous allez végéter, ça va pas vous plaire, et puis en fait les voyants qui sont là depuis longtemps finalement sont pas vraiment les plus fiables. Voilà ce qu'on peut dire sur l'activité de consultation. Je réfléchis si j'avais d'autres choses, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour. Alors j'enchaîne sur la question suivante qui est comment apprendre la pratique des arts divinatoires. Alors j'en ai déjà parlé, je vais aller un peu vite sur cette question, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc la question de l'apprentissage, prenez la métaphore d'un instrument de musique, c'est ce que j'expliquais. Quand vous recevez un instrument de musique, finalement vous commencez à en jouer tout seul jusqu'à ce que vous puissiez à un moment donné, voilà, alors soit développer une compétence par vous-même et
vraiment comme un autodidacte, vraiment arriver à un super niveau, soit effectivement comment les choses vont se passer. Alors vous allez commencer à jouer de votre instrument de musique, vous pouvez regarder mettons des tutoriels sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous allez vous acheter par exemple des méthodes, des livres, des choses comme ça, et vous allez continuer à faire votre travail tout seul. Puis à un moment donné, vous allez peut-être à un moment donné finir par tourner un peu en rond. Pour éviter justement de tourner en rond, ce qu'il faut c'est aussi rencontrer des gens. Rencontrer des gens qui alors font la même chose, donc ça pourrait être rencontrer peut-être d'autres gens, si on est toujours dans la métaphore de l'instrument de musique, ça va être par exemple rencontrer des gens qui jouent du même instrument de musique que vous. Donc si par exemple vous travaillez sur le tarot, vous pratiquez du tarot de Marseille, admettons, ce qui va être intéressant c'est qu'à un moment donné vous puissiez vous mettre en relation avec des gens qui pratiquent le tarot, qui pratiquent les oracles les mêmes que vous, et ça aujourd'hui c'est très très facile à faire parce que vous avez les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui qui pullulent en fait de groupes, d'entraide, d'apprentissage. Je suis moi-même fait partie de certains de ces groupes-là où j'interviens de temps en temps pour donner des conseils, et donc ça c'est une excellente façon pour voilà, sortir de votre isolement. Autrefois on était souvent comme ça tout seul avec ses jeux de cartes, on lisait quelques bouquins et on n'en parlait à personne parce que c'était mal vu, on pensait tout de suite qu'on pensait que vous étiez dans une secte si vous disiez que vous faisiez un peu de voyance, un peu de ceci, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui les mentalités elles changent, elles évoluent, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture d'esprit, et donc c'est facile de ne pas rester tout seul, hein, donc en tout cas de rencontrer d'autres personnes, au moins virtuellement parlant. Et puis à un moment donné, c'est vrai que si vous voulez vraiment progresser, ce qui va être intéressant, c'est de rencontrer des personnes qui en fait, par exemple, font ce métier-là, de rencontrer des gens qui vont vous former. Donc ça va être des formateurs, ça va être des mentors, on pourrait dire aussi, des gens qui peuvent à un moment donné vous faire un pas en avant complètement, vous faire progresser considérablement, simplement parce que quand on est autodidacte, alors c'est chouette, c'est très bien, mais au bout d'un moment, on peut, le risque c'est par exemple de prendre de mauvaises habitudes depuis le départ, puis de pas s'en rendre compte, c'est finalement de réinventer la roue un peu de son côté, alors qu'en fin de compte, il y a des tas de gens qui ont déjà fait des tas de choses et qui en fait peuvent vous faire gagner du temps, parce que simplement on va vous montrer des choses en fait que vous allez découvrir, mais que vous allez découvrir tout seul en plusieurs années, et en fait en quelques jours par exemple d'un stage ou d'une formation, tout va s'éclairer, vous allez gagner du temps. Donc c'est ce qui peut se passer par exemple quand on apprend à jouer du piano, puis que tout d'un coup vous avez un prof particulier qui va vous montrer des trucs, des astuces, des choses sur le placement des doigts, sur les mélodies, sur les sonorités, des choses que vous auriez peut-être pu sentir par vous-même bien sûr, mais des choses quand même quand vous avez quelqu'un qui vous le montre et qui vous le dit, ça vous fait gagner du temps. Donc à un moment donné, voilà, il y a une espèce de savoir, d'expérience qu'on peut finalement partager. Donc l'objectif, vous, si vous voulez progresser, c'est à un moment donné d'aller choper des gens qui vont vous montrer la voie, qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous donner des astuces, des trucs, des astuces. Et puis pourquoi pas à un moment donné, voilà, effectivement, oui, pourquoi pas suivre une vraie formation. Une vraie formation, ça peut consister en venir à un stage, ça peut consister à prendre des cours particuliers, à se faire coacher. Enfin, c'est un peu vrai pour tout. Quand vous regardez par exemple, alors je sais pas moi, vous prenez des sportifs professionnels, des joueurs de tennis, en fait des joueurs de tennis, ça n'existe pas des joueurs professionnels qui n'ont pas un coach. C'est complètement, d'ailleurs c'est complètement insensé d'imaginer ça. En fait tous les sportifs professionnels ont des entraîneurs. La plupart des gens qui sont artistes, alors on pourrait prendre là cette fois mettons des acteurs, ce sont tous des gens qui ont pris des cours. Ce sont tous des gens qui ont lu les grands auteurs, qui ont pris des cours, qui ont suivi des masterclass avec d'autres acteurs, enfin bon, voilà. Donc on pourrait multiplier comme ça les exemples, mais en fait ça n'existe pas des gens qui font un métier sans s'être formés finalement, sans avoir pris soin de de rencontrer d'autres gens, c'est évident. En fait, on pourrait même dire que c'est même, on pourrait dire même presque une question d'intelligence ou d'hygiène, j'allais dire presque d'hygiène mentale en fait. Quelqu'un de normalement constitué en fait ne peut pas se lancer dans une fonction, dans un métier sans s'être un minimum formé sur ça. D'autant plus que quand on parle par exemple de l'activité professionnelle de voyance, on parle d'une activité qui n'est pas réglementée. N'importe qui peut se lancer là-dedans. Donc c'est d'ailleurs bien le problème. C'est le problème de la charlatanerie, des escroqueries, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où vous avez voilà, le métier de voyant qui est quand même galvaudé, vous avez
statistiquement, je me souviens plus, mais dans les sondages qui avaient été faits à une époque, vous aviez un Français sur deux qui vous disait que ça n'existait pas, que c'était de la grosse connerie, de la grosse arnaque. Donc, bah oui, mais pourquoi on pense ça? Bah parce qu'en fait, vous avez des tas de gens qui font un métier qui est complètement pourri, des gens qui n'ont pas de scrupules, qui disent n'importe quoi, enfin qui sont nuls. Donc vous, si vous voulez pas ressembler à ça et être associé à ça, bah, il faut que vous soyez au-dessus. Donc, et pour être au-dessus, bah, en fait, il faut simplement savoir de quoi vous parlez, vous référer à des gens qui ont une compétence, enfin une expérience, une expertise, une reconnaissance, enfin voilà. Et puis il y en a plein. Ce qui est important aussi, c'est de pas suivre qu'un seul mec ou qu'une seule nana. Ce qui est important, c'est de multiplier aussi les angles de vue, hein. Si je reprends par exemple l'exemple du joueur de tennis, le sportif, le tennisman professionnel, généralement dans sa carrière, vous prenez, je sais pas moi, Agassi, Nadal, peu importe, ces mecs-là, vous allez regarder, vous allez vous apercevoir qu'ils ont eu plusieurs coachs pendant leur carrière. Donc c'est hyper important d'avoir aussi plusieurs sons de cloche. Voilà, je dis ça, évidemment, moi je donne des formations et donc j'anime des stages, des formations en ligne, vous le savez. Alors par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si un jour vous venez en stage et que vous travaillez avec moi, ça va être super, ça va être très intéressant, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses, mais ce qui serait très important si vous voulez aller plus loin, c'est de ne pas faire des stages que avec moi, vous voyez. Donc, vous voyez, je suis pas exclusif, hein. je suis pas, j'accepte les infidélités, mais en fait, voilà, parce que c'est ce qui va vous enrichir. Et ce qui est important, c'est d'ailleurs de vous approprier ensuite les méthodes des uns et des autres, des différents acteurs du secteur d'activité, des différents professeurs, pour finalement progresser et à votre tour, monter en compétences et faire avancer le schmilblick. Parce que ce qui compte, en fait, comme dit l'adage aussi, c'est qu'à un moment donné, que l'élève dépasse le maître. C'est un truc d'ailleurs que moi je vois régulièrement par rapport à certains stagiaires que je vois dans le stage développement des capacités de voyance. Moi parfois, alors je le dis pas trop fort parce que pour pas qu'ils prennent le melon comme ça, mais moi j'ai parfois des leçons d'humilité de la part de certains de mes stagiaires qui débarquent littéralement et qui réalisent des sessions qui font du travail qui est tout à fait ahurissant, bien meilleur que certains voyants professionnels voilà, qui sont de nature du coup à remettre un peu à leur place finalement les gens qui ont des égos comme ça et puis qui se croient doués, etc. Donc voilà, et donc l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, pour aller plus loin dans votre apprentissage, dans vos compétences, voilà, vous pouvez vous former, en tout cas suivre des gens. Il y a plein de choses d'ailleurs qui existent sans forcément d'ailleurs avoir beaucoup d'argent à débourser, même des choses gratuites qui existent. Moi regardez, j'ai des tutoriels sur YouTube qui existent, il y en a plus d'une vingtaine, je crois, je sais même plus combien j'en ai fait. Et puis il y en a plein d'autres, on pourrait citer comme ça mon collègue Kevin Meunier, que vous connaissez peut-être, d'autres personnes, voilà, j'ai plus les noms en tête, mais enfin il y a beaucoup de choses, des gens plus ou moins connus aussi, donc voilà, c'est intéressant de regarder tout ça, et puis de vous faire vous aussi votre propre opinion, et pour pouvoir avancer. Alors à présent, je vais vous présenter les activités qu'on mène nous ici à Clévao Formation, puisque c'était aussi l'objet de cette visioconférence, c'était de vous présenter la rentrée 2020, les nouveautés, les formations, comment on travaille. Je dis on parce que je suis pas tout seul, vous le savez peut-être, enfin voilà, de base déjà j'ai un assistant qui travaille avec moi, il y a un webmaster bien sûr, ça fait une petite équipe de personnes, et puis bien entendu on a j'ai différents formateurs qui interviennent, plusieurs personnes, et dont je vais vous en parler avec des activités qui sont prévues pour cette année. Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux modalités majeures selon lesquelles vous pouvez travailler avec Clévao Formation, avec moi ou avec les autres intervenants. En fait, c'est le présentiel et le fait de travailler à distance. Le présentiel, en fait, c'est très simple, c'est venir sur place. Donc, c'est dans la salle de formation, je me trouve là où je suis en train de réenregistrer donc cette vidéo. Donc voilà, donc ça va être les stages de groupe, principalement les stages tarot, les gros stages. En fait, stage tarot, stage oracle de Béline, les stages développement des capacités de voyance, des stages de 2 à 3 jours,
jours. Les ateliers aussi, on fait des ateliers. Donc les ateliers, c'est des formules sur une journée, donc ça prend moins de temps, une journée, voire une demi-journée, ça dépend du module ou de la thématique. Et donc, alors ça se passe sur place. Donc, ça peut se passer en groupe, ça se passe en groupe à des dates précises. Ça peut se passer en individuel aussi. Donc, en individuel, par contre, là, on est dans des modalités qui sont un petit peu différentes parce que c'est vraiment un travail en tête-à-tête, un coaching. Enfin, c'est un travail hyper pointu, hyper spécifique. C'est plutôt réservé à des gens qui ont déjà des bases. Hein. C'est pas du tout, si vous êtes débutant, c'est pas du tout les modalités qui vous conviendront. Il vaut mieux venir à un stage de groupe. Et puis vous avez donc toutes les activités qui peuvent se passer donc à distance. Donc ce sont les formations en ligne ou les replays d'ateliers filmés. Vous voyez, c'est marqué sur la diapositive. Donc les formations en ligne, ce sont des modules en fait de formation qui sont complètement conçus pour vous permettre de travailler depuis chez vous avec voilà un contenu pédagogique généralement bien construit pour que vous puissiez bien travailler depuis chez vous, bien comprendre de quoi on parle. Il y a plein d'exercices, il y a des autocorrections, voilà, ça c'est les formations en ligne. Et puis vous avez les replays d'ateliers filmés, donc parce qu'effectivement on filme les ateliers quand ça dure une journée ou une demi-journée, on les filme. On fabrique un replay qui est disponible ensuite, mais le fait de les filmer, c'est aussi pour permettre, et ça c'est une vraie innovation depuis quelques mois seulement, ça permet aussi de donner l'atelier à des gens qui sont sur place, mais aussi de le retransmettre en direct via notre plateforme de retransmission, de le retransmettre en direct à des gens qui finalement participent à l'atelier depuis chez eux. Donc là c'est la grande nouveauté, c'est finalement vous pouvez regarder l'atelier se dérouler exactement comme quand vous regardez la télé et que vous avez du public dans l'émission télé qui se déroule en direct et vous, bien sûr, en tant que spectateur, vous regardez depuis votre écran. Donc voilà, donc on a amélioré notre comment dirais-je l'aspect technique et technologique pour filmer, pour que ce soit plus agréable à regarder et plus agréable à entendre aussi. C'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis l'année dernière avec l'enregistrement en fait, alors pas de l'animateur heureusement, mais finalement peut-être des questions parfois posées par les personnes du groupe. Donc là, voilà, maintenant on va faire passer un micro, tout va être enregistré, et puis les personnes qui sont chez elles et qui assistent à l'atelier pourront prendre la parole aussi. Il y a un espace de chat et on va retransmettre la question ensuite à la personne, à l'animateur qui va pouvoir répondre à la question. Donc les gens qui sont sur place les gens qui sont à distance, participent autant que les gens qui sont sur place. Alors sur cette diapo, vous voyez bien le jeu de Tarot de Marseille, c'est la version d'ailleurs d'Oswald Wirth, et puis vous voyez aussi l'Oracle de Béline, et donc le Tarot de Marseille et l'Oracle de Béline, eh bien ce sont les deux formations phares, on va dire, de Clévao Formation. C'est les premières formations en fait que j'ai commencé à animer, ça fait à peu près une vingtaine d'années, ça fait 20 ans que j'anime ces formations qui au départ donc ont été construites sous forme de stage. On pourrait même faire remonter à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était des ateliers d'une journée. Il y avait, c'était plusieurs ateliers. Il y avait aussi, j'ai fait plein de formules en fait. Je ne vais pas faire l'historique de ces formations. Bon, aujourd'hui, ce sont des stages de 2 jours, de 2 jours, et des formations en ligne aussi. On a construit des formations en ligne qui permettent finalement d'avoir presque, je dis bien presque, l'équivalent du stage en format vidéo avec une pédagogie adaptée, des exercices, des autocorrections, enfin un contenu un peu plus spécifique et dirigé bien sûr sur l'autonomie, sur le fait que les stagiaires sont tout seuls chez eux en train de regarder les formations. Donc, mais les formations en ligne, elles sont complètement conçues sur le modèle du stage. Bien entendu, le stage reste quand même la formule la plus adaptée pour faire un travail approfondi, notamment si on veut se confronter à d'autres personnes, si on veut rencontrer d'autres personnes qui font la même activité, qui sont passionnés par le même thème. Le fait de venir en stage,
c'est aussi un véritable atout parce que vous allez finalement, vous allez avoir en fait plein de moments pratiques. Il y a plein d'exercices pratiques qui vous mettent en situation en fait de faire la consultation, enfin d'interpréter les tirages que vous réalisez pour le compte de la personne qui est assise en face de vous. Donc vous êtes en fait dans une mise en situation permanente. Il y a quand même pas mal d'interactions et ça, bon, effectivement, il faut reconnaître qu'on n'a pas ça dans la formation en ligne. Donc voilà, donc l'intérêt de la formation en ligne, alors il est chouette pour le côté 24 heures sur 24, depuis chez soi, en totale autonomie, mais effectivement, il va manquer cette interaction-là qu'on ne peut trouver que dans le stage. Donc voilà, souvent on me demande, alors tiens, moi je suis intéressé par les deux supports, l'oracle de Béline, le tarot, par lequel faut-il commencer? Alors, j'ai pas une réponse définitive sur la question. J'ai envie de dire c'est un peu au feeling. Ce qu'on peut dire quand même, pour vous donner un cadre ou une idée, c'est que d'abord, le plus ancien des deux, c'est le tarot. On pourrait même dire d'ailleurs que le tarot, c'est le père de tous les oracles. Voilà, l'oracle de Béline est un oracle qui est beaucoup plus récent, même s'il est déjà vieux, parce que l'oracle de Béline, il a été conçu entre 1840 et 1860. Hein, donc vous voyez, on est vraiment au cœur du 19e siècle. Bon, mais le tarot, lui, est beaucoup plus antérieur. On fait remonter le tarot, grosso modo, à l'époque de la Renaissance, donc la Renaissance italienne, donc c'est le XVIe siècle, c'est le début du XVIe siècle. Donc, sachant que le tarot, au départ, n'était pas un support divinatoire. Le tarot, c'était un objet initiatique, c'était plutôt un récit en images, un peu comme un livre en images. Hein, c'était plutôt ça, destiné finalement à éduquer des jeunes gens, destiné à montrer comment on grandit dans la vie, comment on passe à l'âge adulte, pour ainsi dire. C'est un récit initiatique. Et donc le tarot a commencé à être utilisé comme un support divinatoire, grosso modo à la fin du XVIIIe siècle. C'est à peu près ça au niveau des traces historiques qu'on peut avoir. Et l'oracle de Béline, par contre, il a été construit spécifiquement pour faire des consultations d'art divinatoire. Donc il a été conçu par un voyant pour ses propres besoins personnels, c'est-à-dire qu'il a fabriqué un jeu dont il se servait dans ses consultations. Donc c'est vraiment très différent comme approche. Lequel des deux est le plus simple, le plus facile? Alors peut-être que l'oracle de Béline a un côté plus immédiat, plus accessible, parce que les images, elles sont assez simples. Les mots-clés qui sont sur les cartes sont assez rudimentaires aussi. Ça peut être un problème d'ailleurs d'un certain point de vue. Donc en fait, il y a une espèce de prise en main de l'oracle de Béline qui est assez spontanée, qui est assez immédiate, qui est assez simple. Ça fonctionne assez bien. Le tarot va quand même exiger une réflexion philosophique un petit peu plus grande quand même que ce que vous pouvez avoir avec le Béline, simplement parce que l'objet en tant que tel, c'est un récit initiatique, métaphysique et philosophique. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas très branché par les questions de développement personnel, par ces réflexions-là, peut-être que vous aurez plus de mal à rentrer dans le tarot. Néanmoins, voilà, le tarot, voilà, c'est un objet qui est indispensable à connaître si vous voulez vous professionnaliser ou si vous voulez rentrer dans le... Enfin, comment dirais-je, si vous voulez voilà, pratiquer les arts divinatoires, simplement parce que, c'est ce que je viens de vous dire, le tarot, c'est le père de tous les oracles. Le tarot a inspiré le tarot de Mademoiselle Lenormand, même le mage Edmond qui a fabriqué l'oracle de Béline, parce que c'est pas Marcel Béline qui a fabriqué son propre le jeu qui porte son nom, donc même le mage Edmond s'est forcément inspiré de ce qui existait à l'époque, et donc le tarot existait déjà depuis un siècle lorsqu'il a conçu son oracle. Et on pourrait même dire que tous les oracles contemporains aujourd'hui, puisque n'importe qui peut fabriquer un jeu, hein, ça fera d'ailleurs l'objet d'un atelier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, la plupart des oracles ont de près ou de loin une inspiration qui vient du tarot. Donc connaître le tarot de Marseille, à un moment donné, c'est un atout, c'est un enjeu, enfin c'est vraiment, j'ai presque envie de dire pour la culture générale, c'est absolument essentiel, en tout cas si vous êtes voilà, vrai passionné. C'est un peu comme si un acteur, c'est ce que je dis souvent, imaginez un comédien professionnel qui n'aurait jamais lu du Molière. Vous voyez, ça n'a pas de sens, ça peut pas exister vraiment. Et
ça existe, hein, je connais des voyants qui n'ont jamais fait de tarot de leur vie. Bon, voilà, pour moi c'est un non-sens. Je vois pas comment. Voilà, imaginez un menuisier qui saurait pas se servir d'une scie. C'est absurde. Hein, il y a quelque chose un peu comme ça qui est vraiment absurde. Donc voilà, donc le tarot il est très intéressant et il est aussi très intéressant parce que l'utilisation qu'on peut faire du tarot, elle est vraiment très élargie, elle va bien au-delà de la consultation de voyance au sens un peu schématique du terme ou même au sens caricatural du terme. Il y a beaucoup de thérapeutes par exemple qui utilisent le tarot dans leurs consultations. C'est très facile d'utiliser le tarot dans un cadre de travail psychologique, par exemple. Moi, j'ai des amis qui sont psy, des anciens stagiaires qui sont psy, qui font du tarot, qui utilisent le tarot. Des gens qui sont dans des professions relationnelles, thérapeutiques. J'ai le cas d'un ami ostéopathe, j'en parle dans un article d'ailleurs du blog, en fait, qui fait du tarot avant ses consultations d'ostéopathie, vous voyez. Donc, on peut trouver des usages au tarot qui vont bien au-delà de la simple consultation au sens caricatural du terme, de voyance, etc. Donc c'est la raison pour laquelle connaître le tarot à un moment donné, c'est très utile, c'est nécessaire. Il y a des écrivains célèbres qui utilisent le tarot. C'est un récit initiatique universel qu'on retrouve dans le schéma narratif de beaucoup de romans, de beaucoup d'histoires, de beaucoup de scénarios hollywoodiens. Quand vous regardez par exemple l'épopée de Star Wars, enfin l'épopée d'un Jedi, quand vous regardez Star Wars, pour parler de ça, je ne suis pas un fan de la série, mais finalement, quand vous regardez l'initiation d'un Jedi, c'est très similaire à ce qu'on voit dans le tarot. Quand vous regardez, par exemple, Le Seigneur des Anneaux et que vous observez, par exemple, l'évolution de Frodon Sackett, le héros, qui est un peu, j'allais dire, un pauvre hobbit, finalement, qui va, en fait, au travers de la quête initiatique dans laquelle il se trouve, dans la quête qu'il a de mener l'anneau dans le Mordor, etc., eh bien, en fait, il y a une initiation, il va vivre des aventures, et c'est très similaire au tarot, en fait. Donc, c'est une histoire universelle, le tarot, hein, qu'on retrouve partout, et c'est la magie, et c'est une des raisons pour laquelle le tarot est génial à connaître, parce que vous pouvez l'associer à plein de situations qui concernent votre vie, votre vécu. Vous pouvez retrouver différents éléments de votre vie, différents aspects de votre existence. Vous pouvez retrouver ça, différentes situations, différents moments, voilà, vous allez les retrouver dans différentes scénettes de certaines lames du tarot. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, c'est universel et indispensable à connaître. La formation développement des capacités de voyance, c'est une formation qui n'existe qu'au format stage pour l'instant. Il y a très probablement, enfin c'est même sûr, en fin 2021, la formation devrait commencer à exister en format formation en ligne, une formation qui sera complètement fabriquée pour ce format-là, pour permettre une autonomie complète depuis chez soi. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein, ça demande des ressources, ça demande des moyens, et puis ça demande aussi quand même une construction pédagogique importante pour que les gens voilà, comprennent, pour qu'on puisse depuis chez soi finalement choper enfin, les mêmes éléments méthodologiques et les mêmes compréhensions que ce qu'on peut avoir pendant le stage. Donc le stage, il est basé essentiellement sur le fait d'apprendre à reconnaître ce qui se passe en soi quand on met en place ou quand on utilise ses capacités de voyance, ses capacités intuitives. Le but du stage, c'est grosso modo comprendre comment ça marche, cette voyance, ces capacités de perception extrasensorielle, qu'est-ce qu'on en sait, comment ça fonctionne en général et comment ça fonctionne en soi. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure en introduction de la visioconférence, on va utiliser une méthodologie qui a fait ses preuves, c'est la méthodologie du remote viewing qui en fait permet de faire d'abord un travail en aveugle, donc comme ça vous êtes certain de pouvoir tester complètement votre capacité intuitive et au-delà de ça vous allez aussi grâce à la méthodologie apprendre à faire le tri dans les pensées, dans ce qui vous vient. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait un exercice de voyance, quand on fait un test en fait de voyance avec mettons un objet ou une photo
Une photo sous enveloppe, ça marche bien, hein. Donc une photo sous enveloppe, vous allez faire le test, vous devez décrire la photo qui se trouve dans l'enveloppe, donc vous pouvez rien savoir sur ce qu'est la photo, bien entendu. Donc la seule façon de le faire, c'est d'utiliser votre voyance. Et donc la question qui vient, c'est voilà, comment différencier la voyance de votre imagination, de vos projections, de vos idées, de vos interprétations. Si vous ne savez pas faire tout ça, en fait, vous allez sortir une espèce de gloubi-boulga d'informations dans laquelle il y aura un peu de juste et beaucoup de faux, et ça va donner l'impression que finalement ça marche pas, que vous n'êtes pas doué. En fait, c'est juste que vous ne savez pas vous y prendre. Et donc le stage a pour objectif de vous montrer comment ça marche et de vous apprendre en fait à faire le tri. C'est un truc qu'on fait pas du tout parce que voilà, c'est pas un apprentissage qui existe en Occident, mais au fond, on peut tout à fait être bien mieux et beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le stage voyance a ça comme objectif majeur, c'est de vous apprendre en fait à regarder comment ça se passe en vous, qu'est-ce que vous percevez, reconnaître la nature des informations qui vous viennent. Donc on fait plein d'exercices, des exercices en binôme, des exercices de groupe. Voilà en gros les infos. D'ailleurs, vous pouvez vous référer au site internet de Clevao. Vous pouvez trouver des exemples de sessions. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est assez incroyable de voir, en fait, moi c'est le stage que je préfère animer parce qu'il est spectaculaire. Il est spectaculaire parce que moi je vois des gens régulièrement dans ce stage, des gens qui viennent. Je vois d'abord rarement des gens échouer. Alors, s'il y en a qui n'y arrivent pas du tout, c'est souvent en fait des problèmes d'ego, ce sont ceux en fait qui se croient les plus doués que les autres. Voilà, on est dans des problématiques comme ça, des gens qui ont tout vu, tout fait. Voilà, donc c'est plus des problèmes comme ça, donc des gens qui n'ont pas de lâcher prise aussi. Si vous venez, il faut que vous soyez prêt à vous mettre dans une, comment dirais-je, dans une posture où vous acceptez peut-être il y a une espèce de lâcher prise à avoir pour accepter de faire ce genre d'exercice, pour accueillir ce qui vient. Et accepter aussi peut-être de vous tromper. Si vous n'êtes pas prêt à vous tromper, en fait, ça va pas. Mais là, il y a même un problème de mindset d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est quand on se trompe qu'on apprend le plus, en fait. Donc, faut pas avoir peur de se tromper. Vous voyez. Donc, quand on apprend à marcher, on tombe plein de fois. Et donc, c'est normal. Donc si vous n'êtes pas OK avec cette notion, faut déjà travailler sur vous pour que vous puissiez être OK avec l'idée que peut-être vous allez pas y arriver à tous les coups. Oui, vous n'êtes pas une machine et la pratique de la voyance est quelque chose qui est très imparfait. Bon. Mais cela dit, donc je reviens à ce que je disais, je vois l'immense majorité des gens qui participent en fait y arriver. Et donc, vous savez, on fait du travail en binôme, et donc moi je me mets en binôme avec les gens, avec certaines personnes pour les accompagner, pour les monitorer, hein, comme on dit. On peut même d'ailleurs faire des exercices de coaching comme ça après le stage, consistant du coup à travailler spécifiquement la capacité de voyance. Et franchement, je vois des choses qui sont absolument éblouissantes, moi qui me remettent en question dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui entre guillemets sont débutants et sont capables de donner des informations extrêmement pointues, précises sur le contenu de l'enveloppe, je me dis merde alors, hein, c'est incroyable quand même. Enfin, vous voyez, des fois moi je suis choqué moi-même, c'est parce que je vois des gens qui je ne vais pas dire qu'il y a des gens qui réussissent mieux que moi, mais ça pose question. En tout cas, je vois des gens qui y arrivent et qui sont pas forcément câblés pour ça au départ, ou en tout cas des gens qui ont beaucoup de doutes sur leur propre capacité. Je vois d'ailleurs des fois des personnes qui seraient bien meilleures que ce que certains voyants professionnels seraient capables de faire. Donc c'est vraiment un stage que j'aime beaucoup pour cette raison-là. Après, c'est un stage dans lequel les gens sont souvent assez éblouis eux-mêmes par ce qu'ils sont capables de produire, sans artifice, sans tricherie, sans biais cognitif. Il n'y a rien qui se passe à part finalement finalement la description du contenu d'une enveloppe. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on fait dans ce stage-là. C'est un stage qui est très apprenant, et évidemment c'est un stage qui est utile si on se destine bien sûr à faire des consultations professionnelles.
ça apparaît à la base, c'est pas un stage, cela dit, qui apprend à faire des consultations, c'est un stage qui apprend à utiliser cette capacité intuitive. Donc c'est vrai qu'après cette capacité intuitive, elle n'est pas nécessairement, enfin je veux dire, on n'est pas obligé de l'utiliser en faisant des consultations. Enfin je veux dire, cette capacité, elle peut s'utiliser à plein d'endroits dans la vie quotidienne. N'importe qui peut être intéressé à utiliser son intuition dans son quotidien, dans le cadre de son travail, dans sa famille, dans sa vie, enfin peu importe. Il y a plein d'usages de la capacité intuitive qu'on peut avoir dans sa vie quotidienne, bien entendu. On enchaîne et à présent je vais vous montrer les différents ateliers qu'on a prévu d'organiser donc cette année en 2020-2021, ainsi que les nouveautés prévues à partir de l'année prochaine, donc en 2021. D'abord cet atelier, c'est l'atelier Yi Jing, animé, vous le voyez ici, il est en photo, c'est Didier Gutmann. Alors le Yi Jing, il en parlerait nettement mieux que moi, c'est lui le spécialiste, c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle je l'ai convaincu en fait finalement d'animer cet atelier. C'est un atelier qui est vraiment super, je ne vais pas dire le contraire, c'est un peu idiot, mais c'est surtout Didier qui est super parce qu'il a une pédagogie, une manière de parler, une manière de se mettre au niveau finalement de son auditoire pour vraiment vous raconter en fait finalement, à vous raconter le Yi Jing, mais ça va bien au-delà finalement du Yi Jing et c'est finalement l'histoire des arts divinatoires dans leur ensemble. C'est aussi comment les hommes finalement à tout instant, plutôt sur tous les continents, à toutes les époques, ont inventé des systèmes pour finalement connaître l'avenir, connaître leur destin, essayer de comprendre le sens de leur place dans l'univers, des questions comme ça assez larges. Et donc Didier finalement a vraiment une approche très intéressante des arts divinatoires anciens, pas forcément très connus. Le Yi Jing en France, il est surtout pratiqué par un grand monsieur qui s'appelle Cyril Javary, que Didier bien sûr connaît très bien. Il a été élève de Cyril Javary, il a même signé la préface du livre que Didier a écrit sur le Yi Jing. Donc Didier connaît très bien cet art divinatoire, donc il se met à la portée de notre auditoire pour expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est un oracle, pour en dire quelques mots, je vous renvoie plutôt aux vidéos qu'on a tournées avec Didier pour que vous ayez une présentation beaucoup plus complète de cet atelier. Pour en dire deux mots quand même, le Yi Jing c'est un oracle chinois, d'origine chinoise, qui a à peu près 3000 ans. Il serait à l'origine de l'écriture chinoise, il est à l'origine de la pensée orientale de Confucius, de Lao Tzu, c'est éminemment philosophique. C'est peut-être pas forcément très facile d'accès a priori parce qu'évidemment on est loin des cartes occidentales bigarrées, colorées, en couleurs, qui décrivent des scènes qui sont lisibles et compréhensibles de manière spontanée et immédiate. Quand on regarde une carte, forcément on la comprend assez spontanément. Le Yi Jing c'est pas ça. Le Yi Jing c'est un livre initialement. D'ailleurs le Yi Jing ça pourrait se traduire par le livre des transformations, le livre des choses qui changent, le livre des changements, voilà comme on pourrait le traduire. Et il y a ce qu'on appelle 64 hexagrammes, donc 64 figures différentes qui représentent 64 positions fondamentales de l'univers, ou 64 positions fondamentales de situation. Bon. Et donc ces figures, évidemment, en tant que telles, c'est pas un dessin, vous voyez, on peut le voir ici là dans l'image en haut à gauche de la diapositive. Vous voyez à quoi ça peut ressembler, hein. Ce sont des superpositions de traits pleins ou traits brisés. Vous avez 6 lignes qui sont soit une ligne pleine, une ligne brisée. En fait, c'est un trait qui est soit yin féminin ou yang masculin, et vous avez une superposition de 6 traits, et donc vous avez 64 possibilités, 64 combinaisons possibles de ces 6 traits, et donc ils vont vous donner une idée, une image, une représentation fondamentale d'une certaine position du consultant dans l'univers dans lequel il se trouve. Voilà. Donc le Yi Jing, voilà, c'est un atelier, il n'est pas donné très souvent. Le prochain, vous le voyez, c'est samedi 26 septembre. Il est donné sur place ou à distance, donc ce qui veut dire qu'on peut assister à l'atelier depuis chez soi. Et puis il fait l'objet donc aussi, comme tous les ateliers qui sont filmés, il fait également l'objet d'un replay.
Et puis comme la compagnie de Didier est très agréable, et bien on lui a demandé d'animer un deuxième atelier. C'est l'atelier qui concerne les runes. Alors les runes, vous les voyez, elles sont là. Alors on est aussi dans un art divinatoire ancien. On quitte les contrées de l'ancienne Chine pour les pays nordiques, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, même dans une certaine mesure. Les runes sont un alphabet, on pourrait dire, ancien. Les origines sont... Ouais, c'est vraiment très vieux, les origines sont pas très connues en fait finalement des runes, et on n'a pas beaucoup d'écrits qui existent sur les runes, enfin en tout cas pas beaucoup de traces écrites historiques. Donc voilà, alors c'est un atelier qu'il anime, vous voyez c'est le prochain a lieu dimanche 22 novembre, pareil sur place ou à distance. C'est un atelier très accessible, très simple, assez ludique aussi parce que il y a pas beaucoup de runes là, vous voyez, vous pouvez même les compter, et donc la signification des runes est assez simple à acquérir, c'est assez accessible je dirais, et donc je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo qu'on avait faite avec Didier donc, pour présenter cet atelier, pour en savoir un petit peu plus là-dessus sur les origines, et vous allez voir donc que c'est un art divinatoire tout à fait passionnant aussi. Et ça nous amène à vous présenter un nouvel atelier qui va avoir lieu le samedi 6 février sur place uniquement. Il ne sera pas retransmis en direct celui-ci parce qu'il faudra être sur place pour pouvoir le réaliser. Et vous voyez, il porte ce nom, c'est Dessiner son jeu divinatoire. C'est un atelier que je vais animer avec un artiste peintre qui s'appelle Nicole. Et donc cet atelier aura pour but, comme son nom l'indique, de vous amener, d'amener en tout cas les participants, je dis vous, voilà, je ne sais pas si vous y serez, mais d'amener en fait donc les participants à construire leur propre jeu. Donc la journée va être divisée grosso modo en deux parties. Il va y avoir une première partie qui va consister à étudier comment marche un oracle, comment un oracle se construit quand on regarde par exemple un oracle basé sur des cartes, sur des voilà, l'oracle de Béline, l'oracle G, l'oracle de la Triade, enfin voilà, plein d'oracles. On viendra d'ailleurs avec différents oracles, et si vous avez d'ailleurs chez vous, si vous comptez participer, voilà, ce qui sera demandé, c'est que chaque participant vienne avec quelques jeux qu'il peut avoir en sa possession, et on va commencer d'abord par les décortiquer, un petit peu comme si on allait faire un peu de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire consistant à regarder finalement comment ils ont été pensés, comment ils ont été fabriqués. Voilà, comme quand on trouve un objet et on ne sait pas trop à quoi il sert, alors on le décortique pour essayer de comprendre finalement la pensée du créateur, pour essayer de saisir qu'est-ce qu'il a voulu fabriquer, comment on peut s'en servir, etc. Donc on va d'abord réfléchir sur ce qu'est un oracle, et on va voir comment on peut en construire un. Alors il ne s'agira pas de copier ceux qui sont déjà existants, même si au final on obtiendra certainement des choses où il y a des similitudes, hein, c'est évident, les oracles se ressemblent en fin de compte, mais l'idée ça va être d'amener chaque participant à réfléchir finalement autour des symboles qu'il aime bien, autour des archétypes qui lui parlent, pour finalement confectionner un jeu de cartes qui lui est propre, qui lui est personnel. Donc je suis très impatient en fait d'animer ce stage que j'avais déjà animé il y a des années en fait, c'était dans mes jeunes années, j'avais de manière très expérimentale animé un atelier un jour pour permettre aux gens en fait de se fabriquer leur propre jeu. Donc c'est ce qu'on va faire là d'une manière beaucoup plus construite, beaucoup plus affirmée, et puis avec un artiste qui sera là pour alors lui donner plutôt son opinion, enfin pas son opinion, mais donner plutôt des prérogatives, des indications sur comment dessiner finalement les images, comment mettre en forme les cartes qui auront été décidées, comment on dessine les cartes qu'on a décidé de fabriquer. Hein. Donc voilà, donc c'est à la fin de la journée, chaque personne va repartir avec ses propres cartes.
On va commencer la journée avec des cartes blanches, des cartes vierges. Techniquement, on part avec des fiches Bristol. Chacun choisira le nombre qu'il veut en avoir. On réfléchira d'ailleurs sur combien de cartes il faut avoir dans son jeu pour que ce soit un jeu qui parle bien, que ce soit un jeu efficace. Est-ce qu'il vaut mieux en avoir 20, 21, 22 comme dans le tarot par exemple? Ou est-ce qu'il en faut plus? 50, 53, 54, 100 cartes, pourquoi pas? Donc tout ça, c'est quelque chose qui va se réfléchir, qui va se décider. Enfin, chaque personne va le décider. Chaque participant va le décider autour de finalement, en tenant compte de comment ça doit marcher, comment ça doit fonctionner, qu'est-ce que ça doit raconter, et donc de combien de cartes il nous faut pour raconter tout ce qu'on a besoin de pouvoir raconter avec un oracle. Donc ça, c'est un stage, enfin c'est pas un stage, c'est un atelier, ça dure qu'une seule journée. La date, c'est quoi? C'est le samedi 6 février, ça se passe sur place uniquement, je l'ai déjà dit. Il n'y aura pas de visioconférence, il n'y aura pas de replay non plus. Il y aura très probablement plus tard une formation en ligne qui existera sur la construction d'un oracle, donc qui sera issue directement de ce qu'on aura expérimenté dans cet atelier. Une autre nouveauté cette année que je suis très impatient de voir arriver, c'est l'atelier qui va être donné par Isabelle Nadolny, que vous voyez ici en photo de profil, une très jolie photo. Isabelle Nadolny qui est historienne de formation, elle est aussi comédienne, conteuse, et Isabelle qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Histoire du tarot, tout simplement, aux éditions Trajectoire, un livre qui est un best-seller et que je vous conseille, que je vous recommande vraiment chaudement pour comprendre en fait l'histoire du tarot, voir l'histoire, enfin ce qu'on en sait, est très intéressant, loin de toute rumeur et de toute spéculation que certains ont pu apporter, amener, avec même des choses fausses qui ont pu être dites sur le tarot. Et donc Isabelle va nous proposer donc une intervention. Alors vous voyez, c'est un samedi, c'est sur place et à distance, c'est le samedi 6 mars, et donc voilà, ça s'intitule Histoire du tarot et cartomancie historique. Donc l'objectif là, c'est donc de se plonger, comme son nom l'indique, dans l'histoire du tarot, de regarder sur le plan historique finalement ce tarot, d'où il vient, comment il est venu jusqu'à nous, et aussi comment on s'en servait, autrefois. Ça va être très intéressant. C'est la partie cartomancie historique et c'est la partie atelier finalement de cette intervention, parce que Isabelle est surtout conférencière, donc la partie pratique, elle sera surtout dans la deuxième moitié de cet atelier, c'est-à-dire plutôt l'après-midi, quand on abordera la cartomancie historique. Et la cartomancie historique aura pour objectif de montrer comment des tarologues anciens, tels que par exemple Etaïla, Papus, Oswald Wirth, etc., comment des grands noms de la tarologie ancienne ou de la cartomancie ancienne, ceux qui ont fait la cartomancie autrefois, comment ils se servaient en fait de leur propre support, à quelles réponses, à quelles questions ils répondaient et avec quelle méthode de tirage. Donc l'objectif d'Isabelle, ce sera de nous montrer un peu tout ça. Elle a retrouvé des textes anciens, elle a fait un énorme travail de recherche, bon c'est son travail, elle est historienne, je le disais tout à l'heure, et elle a fait un énorme travail pour compiler tout ça, enfin décompiler plutôt tout ça, retrouver des vieux tirages et nous les montrer et voir si on peut aujourd'hui en 2020, en 2021, est-ce qu'on peut s'inspirer en fait de ces tirages anciens, qu'est-ce que ces cartomanciens finalement autrefois peuvent nous inspirer dans les méthodes d'aujourd'hui. Donc ce sera, je pense, passionnant. C'est un atelier inédit, qui sera donné donc le samedi 6 mars, et il y aura très probablement une collaboration qui se pérennisera avec Isabelle, avec qui on a beaucoup de valeurs communes, autour du tarot. Voilà.
L'atelier Oracle de la Triade sera joué à nouveau, il avait été déjà joué en 2019, il avait été capté aussi en vidéo, donc c'est Stanislas Delorme que vous voyez ici en photo qui est l'animateur de cet atelier, un support qu'il connaît par cœur, très bien, un grand spécialiste français, et donc il nous animera un nouvel atelier samedi 13 mars 2021, ce ne sera pas le même atelier, ce sera un atelier qui sera complémentaire, qui pourra tout à fait être suivi par les personnes qui n'ont pas suivi le premier atelier. Donc c'est pas vraiment un niveau 2, il n'y a pas de niveau 1 ni de niveau 2 on va dire. Donc c'est une autre approche et donc il est en train de confectionner ça donc pour le samedi 13 mars. L'Oracle de la Triade c'est un jeu qui est très contemporain, hein. C'est un jeu qui a peut-être une vingtaine d'années, 20 ou 30 ans. L'auteur de ce jeu c'est Dominique Duplat. Alors on ne connaît pas bien cette personne, quelqu'un d'extrêmement discret. Et donc voilà, l'atelier sera donné, il existe déjà un replay et l'atelier sera donné donc en plus cette année, le samedi 13 mars 2021. Un nouvel atelier également que je suis très impatient de voir jouer, c'est pas tout de suite, c'est dimanche 11 avril et vous voyez c'est l'atelier Chirologie, ou on aurait pu l'appeler aussi Chiromancie, et c'est animé donc par Laurent Cremadales qui est un passionné des arts divinatoires depuis très longtemps. Laurent Cremadales dans la vie est professeur d'anglais, il est depuis 25 ou 30 ans donc passionné d'ésotérisme, de symbolisme, il a une très grande culture sur tous ces sujets-là, et il va animer très probablement plusieurs ateliers au sein de Clévao Formation. Le premier en tout cas qu'il anime, c'est l'atelier Chirologie. Ce sont les lignes de la main, hein, vous l'avez compris, Chiros en fait, je crois de mémoire, ce sont les lignes de la main tout simplement, et c'est un art divinatoire, alors c'est un art divinatoire qui est un peu tombé en désuétude, il était très tendance, on pourrait dire très à la mode au 19e siècle, c'est un art divinatoire néanmoins qui est très ancien, qui était déjà employé, on a déjà on a des traces historiques en fait de cet emploi-là, durant l'Antiquité, donc on sait que ça existait, enfin on a toujours considéré finalement que la main était quelque part un peu le reflet du destin qu'on allait avoir, ou des fatalités qui pouvaient s'abattre sur nous. Et donc la lecture de la main, c'est quelque chose qui est très ancien, mais c'est quelque chose qui a cherché à comment dirais-je, à se rationaliser, ou en tout cas à se structurer en une science ou en une activité, pas vraiment une science, mais en tout cas en quelque chose d'un petit peu plus formel. Donc il y a quelques ouvrages qui ont existé donc au 19e siècle, au début du 20e siècle, sur l'apprentissage des lignes de la main, sur comment on peut les lire, comment elles peuvent nous révéler en fait des choses sur nous. Donc là, c'est un atelier que Laurent va animer où il va nous présenter en fait finalement la signification des lignes, voir un peu comment on peut reconnaître d'abord les lignes et puis qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc c'est un atelier qui se voudra extrêmement pratique avec un diaporama ou en tout cas des planches. Je crois qu'il va distribuer, je ne connais pas exactement son contenu, mais il va nous distribuer en principe, c'est comme ça que ça devrait se passer, de distribuer des photocopies, enfin des photos de lignes de main, ou en présenter à l'écran via un diaporama, donc présenter des mains, et puis qu'est-ce qu'on peut en dire, comment on les interprète, selon qu'elles se croisent pas, la forme géométrique, etc. Bon, voilà, c'est la chirologie, et ça aura lieu dimanche 11 avril. Laurent Cremadels, on le retrouvera également dans un masterclass. Alors, j'ai pas noté la date, c'est un peu idiot pour vous présenter des activités, mais c'est au mois de février. Un masterclass qui se jouera un samedi après-midi, donc au mois de février, donc qui est plutôt réservé aux personnes qui ont
connaissances sur les arts divinatoires et qui veulent mélanger en fait, comment mélanger plusieurs systèmes divinatoires, comment passer de l'un à l'autre, comment fabriquer des tirages qui sont adéquats lorsqu'on utilise plusieurs supports divinatoires différents. Donc Laurent animera aussi un masterclass, je ne vais pas noter, mais voilà, c'est au mois de février. Vous regardez dans la rubrique du site, hein, sur le site Clevao Formation, vous allez dans, voilà, dans Atelier Masterclass et vous allez voir comme ça toute la liste des masterclass qui sont prévus, sachant que le premier masterclass qui aura lieu en cette saison 2020, cette rentrée 2020, c'est jeudi 15 octobre et qui sera animé donc du coup par Didier Gutmann. Je rappelle pour la petite histoire que Didier dans la vie est coach en entreprise, évidemment un féru des arts divinatoires, un passionné, et on peut être passionné des arts divinatoires sans faire forcément commerce de l'activité de praticien, hein. Il peut donner des consultations bien entendu, mais c'est pas son activité principale du tout. Et donc le masterclass qu'il va animer, eh bien, a pour titre consultant et praticien et pratique rémunérée, enjeux, limites, comment éviter les écueils et maîtriser la relation. Les masterclass, comme leur nom l'indique, ce sont des ateliers d'une demi-journée qui sont sur place et à distance, hein, comme beaucoup d'ateliers, mais qui sont plutôt réservés donc là aux gens qui font des consultations et même carrément des consultations rémunérées. L'objectif, c'est d'accompagner les gens dans leur réflexion, dans leur déontologie, dans leur éthique à propos de leur propre profession, de leur propre pratique. Hein, donc l'objectif, c'est ça, c'est de réfléchir sur ça, d'avoir aussi un espace d'échange, un espace qui permet de pouvoir faire des retours d'expérience, de poser des questions, raconter ses difficultés. Les masterclass sont ça comme objectif, hein, de permettre aux gens de s'exprimer. Très souvent, les praticiens des arts divinatoires, en fait, sont des gens très isolés. Déjà parce que la société ne reconnaît pas vraiment ce métier-là, et aussi parce que, alors souvent, les praticiens sont des gens assez indépendants, qui se connaissent pas forcément les uns avec les autres. Comme il n'y a pas de reconnaissance officielle, il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'ordre qui vient, qui permettrait finalement d'avoir, par exemple, je sais pas moi, une fois par an, une espèce de réunion entre tous. Tout ça, ça n'existe pas. Même s'il y a déjà eu des associations qui ont existé, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a tenu le coup. Donc les masterclass ont pour objectif aussi de permettre de tisser du lien entre praticiens professionnels ou entre praticiens qui va devenir professionnels, des praticiens qui sont débutants. Donc voilà. Et les masterclass ont aussi pour objectif, c'est ce que j'ai expliqué, d'aller au-delà simplement de l'apprentissage d'un support. On n'est pas du tout dans ces masterclass en train d'apprendre le tarot, d'apprendre le Béline. Là, on est sur des questions qui vont bien au-delà de ça. On parle de la consultation, comment on fait une consultation, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec un consultant, le fait de demander de l'argent, tiens par exemple, eh bien, est-ce que ça pose pas problème, qu'est-ce que ça signifie, comment on gère une consultation qui se passe pas bien. Comment on gère ces erreurs? Voilà, ce sont ces questions fondamentales qu'on aborde dans les masterclass, qui sont en fait des espaces, voilà, d'expression où chacun peut exprimer, dire, faire un retour d'expérience, et on apprend beaucoup. Ça permet de se construire une éthique, c'est ce qui permet de se construire une déontologie, une éthique, une philosophie du travail. C'est ce qui permet aussi de tirer vers le haut ce métier qui est pas, qui est pas réglementé, puis qui est pas toujours fait par des gens très très scrupuleux. Hein. Donc voilà, alors le prochain masterclass, vous voyez la date elle est ici, c'est jeudi 15 octobre, c'est l'après-midi que ça se passe. Voilà, toutes les infos, elles sont sur le site web bien entendu. Une dernière diapo sur les formations en ligne. Il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà existantes. Ici c'est noté, vous voyez les formations sur le tarot, sur le Béline, les méthodes de tirage, il y a des replays d'ateliers. Les replays d'ateliers, c'est vrai, dans leur format, ne sont pas des formations en ligne spécifiquement construites pour ça. Ce sont des ateliers qui sont filmés et qui sont ensuite disponibles en replay. Donc leur construction est un tout petit peu différente. Les formations en ligne, elles, sont vraiment conçues pour pour le distanciel, hein, comme on dirait de manière un peu savante, la formation à distance. Voilà. D'autres formations vont exister dans le futur. Plein de modules sont prévus. C'est ce que j'ai expliqué dans la visioconférence de hier soir, dont le son a foiré. En préparation, vous le voyez, c'est noté ici, une formation sur l'oracle G.
une formation de radiesthésie, une formation sur le tarot de Mademoiselle Lenormand, et puis une formation qui sera une adaptation du stage capacité de voyance. Et puis, c'est pas noté, mais des modules spécifiques sur ben voilà, comment en consultation on travaille précisément sur la thématique sentimentale, comment en consultation on travaille spécifiquement sur la thématique professionnelle. Voilà, ça c'est des choses qui vont bientôt sortir dans l'année, peut-être fin 2020, je sais pas, plutôt 2021 à mon avis, enfin bon. Et puis 2 modules de formation en ligne, alors qui me tiennent beaucoup à cœur, qui vont sortir aussi, ben c'est pareil, ça demande des ressources, ça demande du temps. Le premier module auquel je pense, c'est un module en fait qui est en fait une plongée dans mes propres consultations. En fait, je filme mes consultations, qui peuvent être des consultations sur Skype ou des consultations en présentiel. Donc vous me voyez en consultation du début, enfin même de la préparation jusqu'à la fin de la consultation, et vous voyez aussi le consultant. Et donc vous assistez à toute la consultation comme un spectateur. C'est un peu intrusif même d'ailleurs, il faut bien le dire. Et puis je rajoute une voix off, donc ça demande un peu de travail, ça demande de l'analyse. Je rajoute une voix off pour commenter en fait ce qui se passe, pour commenter ce que je fais, pour commenter ce que je vois, pour commenter ce qui se passe du côté du consultant. On ne voit pas vraiment le consultant, mais on le voit de dos quand c'est en présentiel, et on peut le voir, alors si on peut le voir à l'écran, quand il s'agit du Skype, puisque c'est coupé en deux. Alors, la personne elle est floutée quand même pour respecter son anonymat, voilà, mais par contre vous entendez tout, hein, vous entendez tout, vous voyez tout, vous entendez les questions qu'elle pose, vous entendez mes réponses, et puis vous pouvez me voir cheminer moi dans ma consultation, donc depuis le début, donc on part de la situation un peu générale, etc., et puis on va voir des choses qui vont émerger, on va voir les flashs que je peux avoir, enfin les intuitions très fortes à un moment donné qui vont m'amener sur certains points particuliers, sur certains autres, puis on va voir à quel moment aussi des fois ça dysfonctionne, donc à quel moment à un moment donné par exemple je peux me perdre, je vais vous commenter en fait tout ça, vous expliquer les processus, donc ça demande beaucoup de temps, j'espère faire une formation comme ça dans le courant de l'année prochaine, que ça puisse sortir l'année prochaine, et voilà, ce sera une plongée dans mes propres consultations, je pense que ce sera très intéressant à regarder, puis il y aura un autre module qui existera, qui peut être un peu complémentaire, et ça c'est une formation que j'ai intitulée mes 10 pires erreurs. Je suis en train de recenser en fait les consultations les plus catastrophiques que j'ai pu faire, qui sont alors qui ont plein de raisons, et donc je ne veux pas tout raconter là bien sûr, mais je pourrais raconter, en fait je vais raconter des consultations, donc là c'est pas des consultations filmées, mais je vais raconter ce qui s'est passé, comment les consultations se sont passées, et puis en quoi je me suis trompé, parce que c'est bien de ça dont on parle, c'est de l'erreur en consultation. Je l'ai dit tout à l'heure, la consultation c'est un art imparfait, et donc on commet plein d'erreurs, les voyants. Alors évidemment quand il y a beaucoup d'erreurs, faut arrêter la consultation, hein. Et puis si on se trompe trop tout le temps, etc., vaut mieux changer de métier, bien entendu, c'est évident. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée, j'estime dans mes propres consultations que, allez, il y a 20-30% de choses qui sont dites qui sont inexactes, partiellement fausses ou carrément fausses. Donc ça veut dire qu'en fait on a 70-80% des informations qui sont justes, et donc on est loin du 100%. Comment je fais ces statistiques? En fait je me base à la fois sur le retour de mes consultants qui me le disent tout simplement, qui me racontent, etc., un certain nombre de choses, et puis aussi sur toutes les sessions que je peux faire, toutes les sessions de remote viewing que je peux faire dans des cadres de travail applicatif avec Iris École de l'intuition par exemple, qui est une agence aussi de conseil intuitif, ou dans mes sessions d'entraînement quand je m'entraîne, vous savez je m'entraîne moi aussi, et puis d'ailleurs j'ai un coach avec lequel je m'entraîne pour ça précisément, donc vous voyez comme quoi on est tout le temps en train d'apprendre, et en fait ce qu'on voit statistiquement c'est ça, c'est que en gros alors ça arrive d'avoir des sessions où on fait vraiment du 100%, mais c'est pas tout le temps. On va avoir des sessions parfois qui sont un peu bancales, ça arrive pas tout le temps, mais bon voilà, on va avoir, alors statistiquement ça donne une espèce de moyenne où il y a grosso modo 80% des informations qui sont justes, et 20% en fait c'est faux, c'est inexact, c'est pas tout à fait ça, on est un peu à côté, bon voilà. Donc je vais faire une formation dans laquelle je vais expliquer finalement mes erreurs, des consultations où vraiment tout a foiré, des consultations où certaines choses n'ont
n'ont pas été vues correctement, et pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc ça peut être des niveaux d'inexactitude plus ou moins grands, plus ou moins forts, plus ou moins impactants, plus ou moins emmerdants d'ailleurs pour le consultant, hein, c'est vrai que c'est pas, pas évident. Et donc voilà, donc ça c'est une formation, j'espère pouvoir la sortir l'année prochaine, mais je suis très occupé, je fais beaucoup de choses, je suis assez hyperactif, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais bon voilà, ça demande du temps, des ressources, des moyens. Mais bon, ça sortira, je pense, parce que c'est très intéressant d'être dans ce partage. Et pour tout vous dire, moi, ça m'aide aussi beaucoup de partager tout ça, parce que ça me fait progresser, tout simplement. Ça me fait progresser dans ma manière d'enseigner, ça me fait progresser dans mes propres consultations. Voilà ce qu'on peut dire. Je crois qu'on arrive à la fin de ce réenregistrement. Je vous rappelle qu'il s'agissait du réenregistrement de la visioconférence que j'ai donnée hier, qui s'intitulait Rentrée 2020 nouveautés et formations. Il s'agissait des portes ouvertes en visio. J'ai eu quelques questions-réponses, enfin j'ai eu une séquence de questions-réponses avec les gens qui étaient présents, mais j'ai intégré en fait toutes les questions qui m'ont été posées dans le réenregistrement de toute cette visio. Donc en principe, voilà, normalement tout a été répondu. Merci d'avoir regardé cette visioconférence jusqu'au bout. Vous êtes bien courageux si c'est ce que vous avez fait. Et puis, si vous avez des questions en suspens, des questions, je sais pas, enfin quelle que soit votre question en fait, vous m'envoyez un mail, je réponds, ou alors vous postez en commentaire si vous regardez la vidéo sur YouTube par exemple, vous postez en commentaire, je réponds bien volontiers. Et je vous dis à une autre fois, probablement en visio comme ça, ou dans des vidéos, ou alors en présentiel quand vous voulez. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure qu'il est chez vous, et à la prochaine.